Bonjour à tous dans le chat, salut, il est 17h08, on a eu un petit problème d'invité et on a le lieutenant-colonel Vincent Arbaretti qui nous fait l'amitié de remplacer notre troisième invité défaillant au débeauté. Salut à vous dans le chat, salut Kyle, salut Walter, salut Sergio, salut Ishtar, salut Bandini, salut Wendy, salut Pastan, salut Yanamat, salut à toutes celles et ceux que je ne peux pas saluer, vous êtes très nombreux et je m'en félicite. Bienvenue dans le talk de France Info, on est ensemble 2 heures comme tous les mercredis et les jeudis de 17h à 19h. 2 heures pour décrypter l'actu politique, économique, diplomatique, de la tech, du web, des idées. 2 heures avec vos questions dans le chat pour mettre un peu de net là où il y a du flou. 2 heures pour décanter, pour analyser, pour dézoomer. Bref, pour mettre un peu de raison là où il y a parfois un peu trop de passion. Ce stream, on le fait ensemble. Vous posez vos questions, je les pose aux invités en direct. Vous posez toutes les questions que vous voulez. Et il y a seulement 2 règles. Une question, ça se termine par un point d'interrogation dans le chat, s'il vous plaît. Et c'est toujours évidemment sous les ordres de la bienveillance et de la courtoisie. Vous avez le droit de râler, mais de râler avec le sourire. Au programme de ces 2 heures, la guerre en Ukraine et les conséquences du clash dantesque vendredi entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui est reparti de Washington humilié, sous les yeux atterrés de la communauté internationale et sarcasme enjoué des médias russes. L'aide américaine à l'Ukraine est depuis suspendue, faute d'un accord sur les minerais, tandis que l'Union européenne se met en ordre de bataille pour se réarmer et aider l'Ukraine. Et que cette nuit, Donald Trump clamait haut et fort devant le Congrès qu'América is back et qu'Emmanuel Macron s'adressera aux Françaises et aux Français ce soir à 20h, ce sera jusqu'à 18h. Donc nous, à 18h, on enfilera un scaphandrier, on descendra très loin sous le niveau de la mer pour aller écouter le brouhaha silencieux des milliards de télécommunications qui transitent par les câbles sous-marins, qui serpentent au fond des océans, qui relient les continents, des câbles objets de convoitise, puisqu'ils assurent plus de 90% des communications intercontinentales dans le monde, des câbles qui sont parfois sabotés, qui sont arrachés par des navires fantômes, et qui sont devenus des enjeux géostratégiques. On verra aussi comment on les installe, comment on les répare. Ce sera notamment avec le contre-amiral Chetaille en charge de ces sujets à l'état-major de la marine, et ce sera jusque 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h10 passé de 40 secondes à Paris, 6h de moins à Washington, où cette nuit, le président américain a prononcé son très attendu discours sur l'état de l'Union, quasiment discours sur l'état de l'Union, puisque formellement ça n'était pas le discours sur l'état de l'Union, lors duquel il a notamment répété qu'America is back, 5 jours après son altercation dans le bureau ovale de la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky, un clash qui a sidéré la communauté internationale et dont on mesure encore à peine les conséquences. Bonsoir, bonjour, 17h, on dit encore bonjour. Bonjour, lieutenant-colonel Vincent Arbaretti, vous êtes secrétaire adjoint de la Commission française d'histoire militaire. Oui, oui. J'ai oublié quelque chose ? Non, absolument pas. Non, je suis également chercheur associé au CNAM et donc historien militaire, docteur en sciences politiques. Bienvenue dans le talk de France Info. Merci. À vos côtés, Patrice Geoffron. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques à l'Université Paris-Dauphine. Vous êtes directeur par ailleurs du Centre des géopolitiques de l'énergie et des matières premières. Et à mes côtés, Alexandre Jublin, qui est un bon vieux copain de 15 ans. Alexandre, tu es agrégé, docteur en histoire militaire. Tu es passé notamment par France Culture. Tu produis et tu animes depuis 2019 le Collimateur. C'est quoi le Collimateur ? C'est un podcast, c'est le principal podcast sur les questions militaires et stratégiques en France. Voilà, tu es spécialiste d'histoire navale, chercheur associé à Sorbonne Université. Tu as publié en 2022 Par le fer et par le feu, combattre dans l'Atlantique au XVIe et au XVIIe siècle. C'est paru chez Passé Composé, c'est ça ? Chers messieurs, merci de nous faire l'amitié de vos lumières aujourd'hui et de répondre éventuellement aux questions du chat. Avant de commencer, peut-être qu'on peut faire un magnéto arrière pour bien savoir de quoi on parle, pour ceux qui ont raté peut-être cet événement. On est donc vendredi dernier à la Maison-Blanche, c'est la fin de matinée à Washington. La voiture de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, le dépose devant le perron de la Maison-Blanche et Donald Trump vient l'accueillir. Les deux hommes se serrent la main, ils échangent quelques mots, ils entrent dans le bureau ovale, jusqu'ici tout va bien. Puis la discussion s'envenime et devient une sorte de pugilat, menaces et humiliations ensuent et la tension qui n'en finit pas de monter. Depuis le début de la guerre, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un océan qui vous protège. Mais ne vous sentez pas autant en sécurité à l'avenir. Ça, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Que Dieu vous en garde. Ne nous dites pas ce que nous allons faire. Nous essayons de résoudre un problème. Ne nous dites pas comment nous allons nous sentir. Pour l'heure, vous n'êtes pas vraiment en position de faire cela. Vous êtes dans une position très délicate. Vous n'êtes pas dans la bonne position. Vous n'avez pas les atouts pour vous comporter ainsi. Là, vous êtes en train de jouer la vie de milliers de personnes. Là, vous êtes en train de risquer la Troisième Guerre mondiale. Vous risquez la Troisième Guerre mondiale. Ce que vous faites est extrêmement irrespectueux envers notre pays, ce pays. Beaucoup plus irrespectueux que... Est-ce que...
Vous avez réfléchi un petit peu à l'objectif de toute cette réunion? Est-ce que vous avez dit une seule fois merci? Vous êtes rendu en Pennsylvanie en octobre, vous avez fait campagne pour l'opposition, essayez de faire preuve de gratitude pour les États-Unis. Le président essaie de sauver votre pays, s'il vous plaît. Vous voyez que si vous parlez à tue-tête sur la guerre, non, il ne parle pas à tue-tête. Votre pays votre pays est vraiment dans une situation problématique. Oui, je le sais, votre pays a des gros problèmes. Vous n'êtes pas en train de gagner cette guerre. Vous aurez une sacrée bonne chance de vous en sortir grâce à nous. Oui, monsieur le Président. Depuis le début de la guerre, nous avons été seuls. Mais je vous remercie. Nous vous avons donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l'équipement, du matériel militaire. Si vous n'aviez pas eu notre matériel militaire, si vous n'aviez pas eu notre équipement militaire, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines. En 3 jours, c'est ce que j'ai entendu de la bouche de Poutine. Ça sera très difficile. Ça va être difficile de faire affaire comme ça. Merci. Pouvez-vous nous dire merci? Sauf qu'il y a des accords. Donc essayons de régler ces désaccords plutôt que de se battre devant les médias américains alors que vous avez tort. Vous savez que vous avez tort. Je pense qu'il est bon pour le peuple américain de voir ce qui est en train de se passer. Vous devez être reconnaissant. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Vous avez de moins en moins de soldats. Vous serez bientôt à court de soldats. Et là, vous nous dites que vous ne voulez pas de... Vous nous dites, je ne veux pas de cessez-le-feu. Écoutez, si vous pouvez obtenir un cessez-le-feu dès maintenant, moi je vous dis, prenez-le. Et les balles arrêteront de fuser. Je veux arrêter la guerre. Je vous le dis, moi je veux un cessez-le-feu. Parce que vous pouvez obtenir un cessez-le-feu plus rapidement qu'un accord. Ce n'est pas avec moi que vous avez signé un accord. C'était avec un type qui s'appelait Biden qui n'était pas intelligent. Il faut faire preuve de plus de reconnaissance. Parce que je vous le dis, vous n'avez pas les atouts dans votre jeu. Avec nous, vous les avez, mais sans nous, vous ne les avez pas. Ça va être difficile de passer un accord. Va falloir changer d'attitude. Il n'y aura ni conférence de presse, ni signature d'accord pour l'exploitation de minerais ukrainiens. Au Kremlin, Vladimir Poutine peut jubiler. C'est un moment historique, sidérant, navrant, brutal, hallucinant, affligeant, consternant, surréaliste, certainement glaçant. En tout cas, qui a sidéré la communauté internationale, peut-être vous aussi dans le chat d'ailleurs, puis aussi la presse. Un désastre pour l'Ukraine, une exposition crue de l'administration Trump-Vance, un vent polaire vers l'Europe, une offrande à Moscou, écrit ainsi le journal Le Monde. Dans les colonnes du Washington Post, un éditorialiste écrit que Poutine est prêt à découper le monde. Trump vient de lui tendre le couteau. Un autre compare Donald Trump à un Don Corleone rangé du côté de l'agresseur russe. C'est le spectacle le plus honteux de l'histoire politique américaine, embraye l'hebdomadaire The Nation. Est-ce qu'il est possible de réparer ce qui s'est passé vendredi? Qui se lance, messieurs? Alors, il est toujours possible de réparer ce genre de choses. Alors, je pense que le président Zelensky a fait un premier pas en envoyant, alors, je ne sais pas si c'est un courrier, en tout cas, il y a eu un tweet de sa part qui va dans ce sens où, alors, je ne sais pas si l'expression est bonne, moi j'ai dit, il fait canossa, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est vaincu, ça veut dire que il prend sur lui, pour dire, bon, ok, j'ai peut-être pas bien parlé au président Trump, enfin, il ne le dit pas, mais et je suis prêt à recommencer à zéro sous votre houlette, monsieur le président, alors qu'il se fait humilier quelques jours avant. Donc je pense que c'est courageux de sa part, pour le moindre. Déjà, c'était courageux de recevoir en direct et de faire bonne figure, si tant est qu'on puisse faire bonne figure. Donc oui, c'est possible. Le seul problème parce que j'essaie aussi d'être cynique, parce que je me mets de l'autre côté, si vous voulez, c'est comme dans un jeu d'échecs, on essaie de prendre les blancs, les noirs, après, de voir les deux côtés. Est-ce que Donald Trump voudra discuter avec lui? Patrick Geoffron, est-ce que Donald Trump pourra discuter avec lui? Oula, écoutez, vous êtes Madame Irma ce soir. Question compliquée. Moi, ce que je peux vous dire déjà, et on l'évoquait tout à l'heure en préambule, il se trouve que j'étais à l'antenne sur France Info TV déjà vendredi, au moment où tout ça s'est produit. On me l'a diffusé en direct et c'était d'une violence extrêmement choquant, et ça allait à peine moins là. C'est en train de devenir un classique. On connaît les moments où Vance revient, etc., etc. Et moi, la question que je me pose, avec un peu de recul, et on va essayer de laisser tomber l'énervement, l'indignation, c'est quel est le but de paix? Souvent, on parle de but de guerre, etc. On essaie de comprendre depuis 3 ans
ce que cherche à faire Poutine. Qu'est-ce que cherche à faire je dis tout de suite que j'ai pas la réponse. Qu'est-ce que cherche à faire Trump avec ses allers-retours, ses humiliations et moi, modestement, je suis économiste et ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui a été entrepris depuis 1 mois et demi, grosso modo, par Trump n'a absolument aucun sens économiquement. D'augmenter les tarifs douaniers, ça va produire de l'inflation. Biden, le menteur dont il parlait là, ou le non intelligent, je ne me souviens plus de quel nom d'oiseau il l'a qualifié, avait résolu le problème de l'inflation qui était redescendu très bas. Tout ça va faire remonter l'inflation. Et puis spécifiquement concernant l'Ukraine, je ne sais pas ce qu'ils cherchent en Ukraine. Alors évidemment, en première analyse, on peut considérer qu'il y a des minerais, des tas de trucs qui peuvent présenter un intérêt. Sauf que c'est la vraie vie. Et la vraie vie, c'est que, contrairement à ce que dit Vance hier, on ne va pas exploiter ces ressources, si tant est qu'il y en ait, on y reviendra, avec des ingénieurs. Vance hier a dit la meilleure garantie de sécurité, c'est qu'il y ait des ingénieurs américains sur le sol plutôt que des militaires. J'ai beaucoup de doutes. Et puis par ailleurs, la réalité, c'est qu'on ne connaît pas bien ces ressources, que ces ressources, c'est de la mine, donc il faut les évaluer, il faut les explorer d'abord. Si on veut les exploiter, il faut investir massivement. C'est des routes, c'est du rail, et c'est des tas de choses qui demandent du temps, et beaucoup de temps. Mais si je peux me permettre, il y a aussi que ces minerais, s'ils sont quelque part, ils sont pas mal dans l'est de l'Ukraine et notamment sous un tas de chars russes. Et c'est pour ça, Par ailleurs. c'est ça le truc, enfin, tout ça est ridicule, tout ça est désolant, tout ça est tout ce qu'on veut. Mais ce deal, Donald Trump aime pas grand-chose dans la vie, il aime bien les deals, il aime bien signer des trucs, il aime bien faire le malin devant des caméras. Et c'est pour ça que c'est un peu, c'est un peu idiot de la part de Zelensky, enfin, de s'être laissé embarquer là-dedans, même si c'est évidemment pas de sa faute, parce que c'était un deal où il cédait pas grand-chose. On a les drafts, enfin, les brouillons qu'on a vus, en vérité, il cédait rien. D'un autre côté, il y avait rien non plus de l'autre côté en termes de garantie de sécurité, mais il perdait rien, il gagnait rien. Trump était content de faire le malin devant les caméras pendant 5 minutes, et du coup, il évitait ce qui est en train de se passer là depuis 3 4 jours, c'est-à-dire pause des livraisons d'armes à l'Ukraine. Alors ça va pas se ressentir tout de suite, mais ça va se ressentir tôt ou tard, ils vont en avoir besoin de ces armes. Là, c'est sorti il y a quelques heures, arrêt du renseignement. Alors si le renseignement américain n'arrive plus en Ukraine, là c'est très embêtant, parce qu'en plus ils peuvent aussi empêcher les Anglais de transmettre le renseignement, parce qu'ils sont ensemble dans ce qu'on appelle les Five Eyes, c'est-à-dire ils partagent leurs renseignements. Et donc si les Américains disent il n'y a plus de renseignements qui partent aux Ukrainiens, il n'y a plus de renseignements non plus anglais, donc on peut se dire nous on va aider avec nos petits bras, mais ça n'est pas comparable ce qu'on est capable de leur fournir. Donc c'est ça le truc, oui c'est réparable parce qu'on peut s'humilier, parce que effectivement, ce truc-là est désolant. Il faudrait essayer de revenir dessus parce que ça a des vraies conséquences désormais. Mais fondamentalement, tout ça, c'est du vent. Et c'est du vent qui ne va... tout ce qu'on peut voir, tout ce qui est visible là-dedans, c'est que Donald Trump a globalement exactement le discours de Vladimir Poutine en tête. Il faut arrêter. Ah là là, il y a des gens qui meurent. Sans les Américains, vous tenez pas. C'est exactement la manière de voir les choses, la manière de voir la relation internationale et la manière de voir la guerre du Kremlin. Ça, c'est certain. Donc, en vérité, c'est un peu un problème. Alors, qu'il soit idiot, qu'il soit corrompu, qu'il soit... Peu importe. C'est quand même très compliqué d'avoir pour principal allié et pour principal démultiplicateur de forces militaires quelqu'un qui a exactement le point de vue de votre ennemi. Yannamat dans le chat demande est-ce que désormais les États-Unis sont alignés avec la Russie réellement, exactement alignés ou cognitivement, ils sont alignés, ça c'est sûr. Et puis, par ailleurs, pour pas être aligné, il faudrait qu'il y ait un rapport de force. Et là, ce qui est captivant quand même, pour quelqu'un qui est censé avoir fait sa réputation dans les affaires, pour une administration qui par ailleurs se gargarise de mots en disant nous on a été super méchants la première fois. C'est vrai que Trump a pris des sanctions extrêmement sévères dans son premier mandat, mais c'était pour des raisons essentiellement politiques, parce que tout le monde l'avait accusé d'être élu par les Russes, et qu'il avait besoin de s'en distancier. Mais donc, c'est un peu le problème de quelqu'un qui prétend être très bon dans une négociation, qui commence une négociation. Effectivement, il y a un moyen de négocier et d'arriver à un cessez-le-feu qui soit pas inintéressant pour l'Ukraine. Mais pour ça, il faut avoir des leviers de négociation. Et là, ce qu'on voit depuis 1 semaine, 2 semaines, mais même à vrai dire 1 mois, et même ça avait commencé déjà en novembre-décembre, avant même que Donald Trump soit investi, ce qui était par ailleurs totalement illégal selon le droit américain, mais c'est un détail, c'est qu'ils sont en train de lâcher tous leurs leviers de négociation avant de commencer à négocier. Le renseignement, c'est un levier énorme. Les armes, c'est un levier énorme. Tout ce que disait Pete Hegseth sur le fait que l'Ukraine puisse rentrer dans l'OTAN, peu importe qu'on y croit pas, c'était des trucs à lâcher dans une négociation. Donc
si vous n'avez plus rien à lâcher, il n'y a pas de négociation, il y a une capitulation, c'est tout. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que les Américains ont cessé toutes leurs actions cyber contre la Russie. Et il y en avait un certain nombre en cours. Moi, ce que je crois, alors plutôt qu'aligner, je pense qu'il y a une certaine, comment dire, une certaine mise en scène qui fait que Donald Trump, actuellement, alors certains ont écrit ou ont dit qu'il avait jeté l'échiquier, c'est un peu ça. Il essaie de recréer une nouvelle configuration pour l'ordre mondial. Alors cette nouvelle configuration, moi je ne sais pas, mais on peut imaginer qu'il ne veut négocier qu'avec des grands, pas avec des nains. C'est pas très gentil ce que je dis, enfin pour les Européens. D'ailleurs, ça va très bien avec la déclaration de son vice-président sur les armées. Alors, il ne le dit pas vraiment, françaises et britanniques, mais ils sont sentivisés. C'est un peu rattrapé après. Donc, il préfère négocier avec Poutine, qui a 6000 têtes nucléaires. Parce que c'est ça, c'est pas. Et puis aussi, peut-être beaucoup de minerais, monsieur le professeur, beaucoup de minerais peut-être sur le sol de la Russie. Parce que le problème aussi, c'est qu'il veut essayer de refaire du business avec la Russie. Et à mon avis, peu lui importe si les terres rares sont du côté russe ou du côté ukrainien. Il veut être global. Et il veut traiter avec les Chinois, mais il veut casser les reins aux Chinois. Et ça, je pense que quelle qu'ait pu être actuellement l'administration américaine, il y a ce fondamental que les Américains, avant 2049, j'ai entendu, bon, je ne dirais pas où, que les Américains veulent briser les reins aux Chinois. Et ils s'aperçoivent que les Chinois sont en train, évidemment, de pousser leurs pions, les routes de la soie, tirer profit d'une très grande proximité avec les Russes. Et donc, il y a un peu ça. Mais est-ce que c'est une stratégie bien ordonnée? J'en suis pas sûr. Mais il veut parler qu'aux Russes et aux Chinois. Pire, le reste, il s'en moque. Il n'est pas contre, hein, les Français. Voilà. Il aime bien aller à Paris de temps en temps. Il sera invité par le roi Charles III. Mais pour lui, c'est pas les gens importants. Les gens importants, c'est les Russes et les Chinois. Ensuite on devinera ce qu'il cherchera à faire. Est-ce que ça fonctionnera? Peut-être pas. Professeur Geoffron, vous êtes d'accord avec le lieutenant-colonel? Moi, ce qui me surprend finalement, si on a un point de comparaison qui est Trump 1 versus Trump 2. Et moi, ce qui me surprend, c'est le fait qu'on a été assommé pendant 4 ans de tweets et de très court terme. Et là, finalement, dans la discussion, enfin, dans ce qu'on est en train de percevoir, on aurait, à l'inverse de tout ça, un visionnaire qui se projetterait dans le très long terme et qui redéfinirait la carte du monde et qui passerait de nouvelles alliances et qui, ce faisant, nous passerait par-dessus. Et ça me paraît, de fait, tout à fait singulier. Alors, on a bien vu qu'il a été préparé différemment et qu'il arrive préparé avec de l'expérience et puis surtout avec un projet et des gens très cortiqués derrière. Mais il me semble néanmoins qu'il y a un gros problème de concordance des temps. Parce que ce qu'il a promis aux Américains, c'est tout de suite et des résultats très rapides. Je vous invite à regarder la question qui est la question la plus brûlante à l'heure actuelle aux États-Unis, qui est le prix de l'œuf. Le prix de l'œuf. C'est parti de la campagne de Donald Trump. Voilà. Alors donc évidemment, pour être élu, il s'est à peu près tout autorisé. Son Et le prix de l'œuf. Et ça a marché assez spectaculairement. Souligné. Et à nouveau, il a accusé le vieux Biden d'affamer les Américains. Et de ce point de vue, l'œuf, c'est absolument merveilleux parce que bon, il y a une consommation directe ou indirecte qui est massive. Et donc, évidemment, c'est un argument qui a porté. Sauf que derrière tout ça, il y a une réalité qui est une réalité liée à la filière, à une grippe aviaire et un truc qui se résout pas à l'évidence du jour au lendemain. Et donc, il va se trouver confronté à très court terme à des problématiques qui sont des problématiques de pression inflationniste. Hein. Ça fait partie des choses qui ont desservi Biden, assez étonnamment, parce que de fait, il avait résolu le problème assez largement. L'inflation était à 3%, mais dans la perception des consommateurs américains, elle était plutôt du double. Et donc là, le retour de l'inflation de différentes manières, bon, le prix de l'œuf étant symbolique, mais assez anecdotique au final, mais au travers des droits de douane, tous ces facteurs vont à l'évidence produire de l'insatisfaction à court terme. Il est possible que ce qu'il est en train de mettre en œuvre produise des résultats positifs pour les États-Unis. Par exemple, en convainquant que le seul endroit pour être tranquille, pour faire des affaires avec les Américains, c'est d'être aux États-Unis. Et donc avec des investissements et des investissements aux États-Unis. Sauf que ce genre de choses, ça ne marche pas du jour au lendemain. Or, il y a une échéance qui est l'élection des mid-termes. Bon, sous réserve du fait que
au travers de la tronçonneuse. Il y a notamment une agence qui est celle destinée à vérifier les élections qui a été passée à la tronçonneuse. Et donc, peut-être qu'on pourra avoir des doutes sur les élections de mi-terme. Et donc, moi, j'allais dire ma crainte, non pas du tout, mon espoir, c'est qu'à la fois avec ces options qui sont prises sur le long terme, ça vaut aussi pour le Groenland, ça vaut pour la Russie, peut-être la volonté de mettre de la distance entre la Russie et la Chine. De fait, là, on est dans le long terme. Et on est dans des choses qui, par rapport au quotidien des Américains et la volonté de faire l'Amérique merveilleuse à nouveau, produit pas des effets à court terme. Alexandre Jublin. Ouais, après, on est sur un truc que Trump, c'est extrêmement choquant parce qu'on sort de 40, voire 75 ans où les États-Unis font la loi dans le monde et sont les gendarmes du monde. Mais là-dessus, il faut voir que Trump, c'est le symptôme plus que la cause. Enfin, je veux dire, il y a des trucs sur lesquels il est impopulaire, c'est le prix des œufs. Mais l'Ukraine, ça choque pas tant que ça, les Américains. Enfin, ça choque Parce que les gens. l'opinion américaine ne s'intéresse pas forcément naturellement Pas ou à la peu. politique extérieure. Et puis il y a aussi un truc qui est un truc mais tectonique. Il y a toujours eu un courant isolationniste gigantesque aux États-Unis. On sort d'une parenthèse d'un siècle à peu près où ils sont sortis de l'isolationnisme, surtout depuis 45, où ils jouent aux gendarmes du monde et où ils aiment bien ça. Mais historiquement, c'est marginal à l'échelle des États-Unis. Et si vous regardez les sondages d'opinion, les gens veulent un cessez-le-feu en Ukraine et ils comprennent pas pourquoi. Enfin, je veux dire, le discours trumpien, il pose pas problème aux Américains de pourquoi est-ce qu'on n'a pas un cessez-le-feu. Pardon, la guerre c'est moche, les gens meurent, il faut arrêter que les gens meurent. Oui, bon, d'accord, très bien. Et les Européens payent pas assez, pourquoi ils payent pas plus? Là-dessus, il a vraiment raison. Mais des trucs comme ça parlent très bien aux Américains. Donc, faut voir que il peut se casser la gueule sur plein de trucs. Ce sera probablement pas sur l'Ukraine. Ça fait plutôt partie des choses où il joue en terrain pas conquis parce que tout ça peut aussi se renverser, etc. Mais en tout cas, il parle à une frange de la population pour qui tout ça n'a rien du côté choquant que ça a pour nous. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je dis simplement que lorsque les vraies difficultés vont arriver, il est en train de mettre un tel chaos dans le commerce international qu'à l'évidence ça viendra, l'Ukraine ne sera pas mise à son crédit. Mais oui, la grande indifférence et la volonté, et qui est assez cohérente, de dire que les Européens doivent, et de longue date, se prendre plus en main en matière militaire, ça fait pas partie des choses que dit Trump et qui me choquent, évidemment. Dans le chat, ça synthétise un peu pas mal d'autres questions. Cristal dit le Groenland est plus riche en terres rares que l'Ukraine. Son histoire de terres rares, de minerais, c'est un chiffon qu'il agite pour attirer l'attention. Il y avait quoi dans cet accord? De quels minéraux on parle? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose en Ukraine qui intéresserait les États-Unis? Ou tout ça, c'est une espèce de miroir aux alouettes? Oui, alors il y a, nous disent les soviétiques, parce que l'essentiel des évaluations remonte au monde soviétique, il y a une richesse. Alors, la nature de cette richesse, parce que si on parle des terres rares, il faut, il faut regarder le tableau des 17 minerais dont il est question et se rappeler les cours de terminale ou de première dans ce domaine. Donc il y a des choses qui sont extraordinairement différentes. Et qui d'ailleurs, il y a un contresens, ne sont pas rares. En revanche, de les exploiter, ça Pardon, je vous demande... coupe. Donc il y a du nickel, du cobalt, du lithium, du beryllium, de l'uranium, du graphite. Enfin, Alors, il y a- il y a- le nickel, c'est pas des terres C'est rares, pas des c'est des terres rares. minerais critiques. Mais bon, il y a une espèce de grand ensemble et on voit bien l'idée d'aller chercher ailleurs des ressources qui, pour l'instant, pour certaines d'entre elles, sont produites en Chine, sont extraites en Chine, sont transformées en Chine. Et donc, voilà, il y a une forme de volonté de réduire une dépendance. Mais à nouveau, on n'a pas d'évaluation récente qui soit suffisamment fine pour essayer d'imaginer des conditions d'exploitation et la rentabilité, parce qu'il va bien falloir attirer des capitaux de cette exploitation, avec une partie qui est sous contrôle russe à l'heure actuelle. Donc ça nous renvoie à l'idée que on n'est pas pour après-demain, on n'est pas pour 2030, et si j'avais à faire un pari, ça nous renverrait plutôt à quelque chose au milieu de la décennie à venir. Et donc c'est très loin, et avec un paradoxe qui est que par ailleurs, alors l'utilisation de ces matières premières peut être assez diverse dans le domaine du militaire, dans le domaine des technologies numériques, dans le domaine également de la transition énergétique. Et tout ce que Trump est en train de faire par ailleurs est plutôt de nature à tirer vers le bas, en tout cas pour ce qui est de la dimension de transition bas carbone, la valeur et les perspectives de ces matières premières,
et n'est pas de nature à créer des tensions sur les prix et de l'attractivité. Enfin, à nouveau, encore une fois, j'ai un prisme qui est, j'en suis désolé, qui est plutôt économique sur ces Vous questions. êtes là pour ça, professeur? J'ai pas l'impression qu'il y a un modèle, si la perspective, c'est une perspective économique, qu'il y a un modèle qui tourne. Ça correspond à ce que vous disiez. Je pense que Zelensky, évidemment, bon, le pauvre, ils lui sont tombés dessus avec des battes de baseball, donc il a bien fallu faire au mieux. Mais de fait, je pense qu'il aurait pu signer parce que la signature, c'était une signature à poser sur un chiffon de papier Qui n'engageait pas grand-chose finalement? qui, à l'évidence, n'engage rien sous administration Trump parce que on est là dans du moyen-long terme. Du moyen long terme, c'est 10-20 ans, je crois. À vrai dire, on ne sait pas, On sait mais pas. de fait, oui, ça aurait permis à Trump d'afficher une victoire assez rapide, peut-être de venir remonter dans la liste des nobelisables de la paix. Ça semble faire partie de ces buts de paix, avec des conséquences économiques et en matière minière très lointaines en revanche et très incertaines. Il y a une chose que je voulais ajouter, effectivement, on parle de métaux rares. Alors le graphite, par exemple, on le trouve sur les ailes d'avion, les ailes de Rafale, il y a beaucoup de graphite. Alors le problème, je me suis fait dire par quelqu'un qui connaissait et qui avait été en Chine voir l'exploitation de la part des Chinois. C'est pour ça qu'ils ont 80%, je crois, des terres rares, c'est que c'est complètement anti-protection de l'environnement. Les conditions dans lesquelles se fait cette exploitation de terres rares est complètement archaïque. Il faut prendre je ne sais pas combien de volumes de terre pour avoir très faible quantité de métaux importants. En plus, quand il y avait eu un reportage, je crois que c'est sur Arte, qui montrait qu'en Ukraine, alors je ne sais plus si c'était du cobalt, mais que les installations dataient des années 50. Donc il y a une volonté, je pense, aussi bien des Ukrainiens que des Russes, et des deux côtés, parce que c'était l'URSS, comme vous le disiez, de rénover un peu les capacités d'extraction, et à commencer pour déjà le bien-être de leur population. Enfin, je veux dire, en dehors de toute guerre. Alors évidemment, il y a aussi sans doute la volonté des Américains de mettre la main, de changer un peu cette proportion de 20 à 80% pour faire reculer peut-être les Chinois et peut-être pour empêcher que ce soit les Chinois qui exploitent ces terres rares en Russie, par exemple. Mais simplement, c'est intéressant parce que c'est aussi le prisme économique de Donald Trump, c'est le fait qu'il ne pense absolument qu'à des gains financiers. Alors après, c'est pas le premier homme d'affaires à entrer en politique et à entrer plus ou moins pour ça. Il y a cette idée quand même très curieuse que les hommes d'affaires font des bons politiciens, font des bons chefs d'État. Enfin, les bons chefs d'entreprise font des chefs d'État. Ça tombe bien, il n'était pas un bon chef d'entreprise. Bon, ça se transpose assez bien. Mais c'est, enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui regarde le profit et qui n'a aucun principe, qui n'a aucun intérêt pour les principes et les valeurs. Parce qu'il n'en a pas, il ne s'est pas fait élire dessus. Et c'est un truc qui est totalement indifférent. Et donc là, typiquement, enfin, je veux dire, le problème que l'Ukraine, effectivement, si on a un cessez-le-feu, voire une capitulation, a priori, il y a moins de gens qui vont se faire tirer dessus et on peut considérer que c'est bon. Mais il n'y a aucune considération de moyen-long terme de ah, mais si la Russie gagne, ce qu'on dit depuis le début, ce que le président Macron dira vraisemblablement ce soir, que si la Russie gagne cette guerre, en fait, le problème, c'est que ça abat globalement tout l'ordre du monde depuis 1989 et que ça abat tout le droit international et que du coup tout le monde peut faire usage de la force de manière débridée parce qu'il n'y a pas de conséquences et qu'on obtient des choses quand on fait ça. Et ça, Donald Trump, c'est ça qui est captivant pour quelqu'un qui est le président de la principale puissance mondiale, c'est que c'est pas son objet. Il en a rien à taper. Et les conséquences de moyen, long terme, qu'est-ce qu'est l'ordre mondial, etc., c'est pas son objet. Son objet, c'est où est-ce qu'on gagne du pognon maintenant. Les États-Unis, alors dans le meilleur des cas, si on a envie de penser à son grand altruisme et son grand sens de l'État, mais aussi et surtout moi. Enfin, je veux dire, Donald Trump fait des affaires avec la Russie, a fait des affaires avec la Russie depuis la chute du mur de Berlin. Il est lié à des milieux d'affaires russes, qui n'en fait pas un agent du KGB, mais il est lié à des milieux d'affaires originaires de Russie. Donc il y a et je n'ai aucun doute sur le fait que ses proches et peut-être sa famille, disons élargie, trouveraient beaucoup d'intérêt à avoir une normalisation des relations diplomatiques et commerciales avec la Russie. Bien sûr. Mais, enfin, voilà. Donc c'est comme ça qu'il réfléchit. Il réfléchit avec le pognon. Il réfléchit pas avec l'état des relations internationales, voire l'état des guerres dans 5, 10, 15, 20 ans.
Et pardon, le chat défile. Il y a une question de Wendy. Est-ce que Trump ne veut pas adoucir la Russie pour l'avoir comme partenaire pour contrôler la Chine? Je pense que la réponse est oui, complètement. Ça paraît un peu évident. Allez-y. Oui, moi je pense alors. Et en fait, j'ajoute à ça peut-être, et si jamais c'était le cas, c'est certainement le cas, il reste quels alliés éventuels pour l'Europe? On pensait peut-être à l'Inde, peut-être les BRICS. Alors, si on peut penser, si l'Europe l'Europe peut avoir de l'imagination, elle peut faire une alliance de revers avec la Chine, par exemple. Et moi, je sais pas, mais si on est dans le jeu des relations, on est dans le jeu des relations internationales. Donc, vous êtes lâché par les Américains à l'Ouest. Votre ennemi, c'est la Russie. Eh bien, le roi de France avait, et même la Troisième République, hein, quand il a fallu trouver un allié contre l'Allemagne, la Troisième République n'a pas hésité à faire alliance avec le tsar Alexandre III. Voilà. Donc, c'est pas hyper bien terminé. Non, c'est vrai. L'emprunt russe non plus, d'ailleurs. Mais, bon, quand même, les Russes ont attaqué l'Allemagne pendant un certain temps et ça nous a permis de gagner la victoire de la Marne. En fait, bon, c'est une interprétation. Ça a été rentable, si on peut dire ça, à un moment, jusqu'en 1916, jusqu'en 1917, pour les Français et Britanniques. Mais peut-être que l'Inde aussi est un élément intéressant parce que par exemple, s'il fallait une force de la paix, bon, on parle de 30 000 hommes, français, britanniques et peut-être d'autres. Mais s'il fallait beaucoup plus, parce que les surfaces, c'est pas la Bosnie ni le Kosovo, hein. C'est beaucoup plus long. Le président Macron l'a dit, il a parlé de Paris-Budapest, voilà. Et oui, c'est un peu ça. Ben, il faudrait quand même des pays qui aient les moyens de mettre beaucoup de soldats. Et il y en a pas beaucoup. Il y a des Chinois. Moi, j'ai vu quand j'étais dans le sud du Soudan, enfin, il y a quelques années, il y avait des brigades complètes de Chinois en casque bleu. Et ça marchait bien. Les Indiens, on les a vus d'ailleurs, on a vu des Pakistanais et des Indiens en Bosnie dans les années 90. Pour défendre l'Europe face à la Russie, je recommande pas forcément de mettre des soldats chinois pour défendre le front. Enfin, sinon, il faut mettre des gens derrière pour vérifier quoi. Non, parce que en fait, quand vous êtes dans une mission de maintien de la paix. Quelle vilaine personne, Alexandre Dublin. Si vous êtes dans une mission de maintien de la paix, et si on part du principe que les deux parties ont signé, il faut que vous ayez des gens qui soient plutôt pro par tel parti. En fait, il faut les gens des deux côtés, sachant que on fait respecter un cessez-le-feu. Que vous ayez des Chinois ou des Indiens, peut-être du côté des Russes, ou si vous les mettez du côté des Ukrainiens, si vous mettez les Français et les Britanniques du côté des Russes, une fois que le traité a été signé, pourquoi pas? C'est une garantie. C'est une garantie. L'idée, c'est pas qu'après le traité, après le cessez-le-feu, on fasse la guerre contre les Russes. Vous voyez? Je suis navré, mais je pense qu'il y a un léger problème si on fait ça, il y a un léger problème à considérer que les traités valent encore quelque chose après. Parce que des traités, il y en a un paquet qui était censé garantir notamment l'intégrité territoriale de l'Ukraine et sur lesquels donc la Russie s'est assise, mais sur lesquels on ne s'est pas précipité pour les faire respecter. Donc en fait, il y a c'est ce que je disais tout à l'heure en disant on vit dans un monde régi par le droit international. Si la Russie obtient une victoire telle qu'elle est pas très loin de l'obtenir, parce que là... On fait un peu de prospective. Non, parce qu'il y a l'Ukraine. Ça, c'est un truc. Mais c'est quoi l'objectif de la Russie? Parce que je sens le professeur Geoffroy un peu circonspect. Non, mais l'objectif de la Russie, c'est... La Russie a des objectifs toujours les mêmes. Abattre l'OTAN, abattre l'Union européenne, et réussir à faire un glacis sur les pays du bloc de Varsovie. Il faut voir comment ça tourne avec Trump. Mais en tout cas, détruire l'OTAN, voire l'Union européenne, c'est des perspectives qui sont pas si lointaines s'ils obtiennent la victoire, qui sont pas très loin d'obtenir si ça continue comme ça en Ukraine. Patrice Geoffroy. Oui, je suis pas sceptique. Je pense qu'il faut considérer en fait. J'ai dit circonspect. Circonspect. Non plus. Il faut qu'on considère, et il y a tellement d'incertitudes, différents scénarios. Vous parliez d'échecs tout à l'heure. Aux échecs, on peut avoir des parties longues, qui durent plusieurs heures, etc. On a un temps de réflexion, et puis il y a aussi le blitz. Voilà. Et là, on est un peu dans un blitz. Voilà, on est un peu dans un blitz, et d'expérience, le blitz, ces genres de parties, on fait plus facilement. Est-ce qu'on a le droit de dire conneries sur... non. Trop tard. Si vous avez le droit de dire un peu de ça, voilà. Il faut que ça reste dans le... Donc tout ça pour dire que moi, il me semble qu'il y a un autre référentiel à... C'est un blitz, mais un des deux joueurs, c'est un labrador, là, en l'occurrence. Parce qu'il n'a pas très bien compris les règles. Et
Voilà. Mais donc moi, il me semble qu'il y a une autre référence, si on fait un peu d'histoire récente, qui est 2008. 2008, la grande crise. Lorsque la crise est arrivée en 2008, le monde, et notamment au cœur de l'OCDE, des pays les plus riches, s'est retrouvé au bord du gouffre en l'espace vraiment de quelques jours. Hein. Au mois de septembre 2008, il a fallu faire des choses absolument extraordinaires en termes de soutien des... Et en fait, moi, ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a deux ordres contigus qui sont en train d'être modifiés. Donc, tout s'y procède de la diplomatie, des traités, de l'OTAN. Moi, j'y suis très sensible. Je suis prof à Dauphine, et dans l'ancien bâtiment de l'OTAN. On a de magnifiques collections de photos, notamment au moment où Kennedy était venu visiter l'OTAN au début des années 60, etc. Donc, on connaît bien cette histoire. Donc, tout ça est en train d'être mis en question, balayé, je ne sais pas. Mais Trump, dans le même temps, est en train de remettre en question et finalement, il renverse l'échiquier en matière économique. Encore une fois, les droits de douane et l'impact économique des décisions qui sont en train d'être prises également au travers des réductions d'impôts qu'il souhaite pérenniser, tout ça est en train de mettre l'économie mondiale cul par-dessus tête. Que peuvent être les conséquences de tout cela? Je n'en sais rien. Mais il me semble qu'il y a un scénario qu'on ne peut pas éviter, qui est un scénario de type tsunami. C'est pas la même chose selon qu'on discute de la dérive des continents et qu'on se projette dans les décennies à venir, ou qu'on imagine ce que pourrait être une rupture très rapide. Alors, au plan militaire, je ne suis pas habilité à me prononcer. Au plan économique, ça me paraît faire partie de l'ordre du possible et dans les mois à venir. Lieutenant-colonel Alexandre? Oui, ce que je veux dire, effectivement, il y a l'histoire des droits de douane, mais les droits de douane, j'ai cru comprendre que pas plus tard qu'hier, le Canada comme le Mexique étaient en train d'essayer de retrouver une solution avec les États-Unis. Donc, en fait, il fait des effets d'annonce, Trump, et puis derrière, c'est tellement gros que, et puis il s'aperçoit que c'est pas forcément à l'avantage des États-Unis, qu'il lance des négociations pour, évidemment, éventuellement remettre en cause ce qu'il avait lui-même dit 3 jours avant. Donc peut-être pour l'économie, enfin pour les droits de douane, c'est faisable. Ce qui est compliqué pour la partie militaire, et là on le voit avec les Ukrainiens, c'est si on dit voilà, on vous coupe le rance, comment revenir en arrière? Le remettre, mais c'est pas cohérent. Quoi. Je veux dire, à un moment ou à un autre, si vous voulez, le problème qu'ont les Européens depuis dimanche, depuis la réunion de Londres, c'est d'avoir constaté ou d'avoir vu que les États-Unis n'étaient pas un allié fiable et qu'il fallait pallier ce risque pour la défense européenne. Et c'est là que je disais chez vos confrères que, en fait, je pense qu'il va falloir penser à la souveraineté de défense autrement qu'en termes de souveraineté nationale. Et que pour l'Europe, c'est peut-être le moment, mais et c'est peut-être ce que va dire le président ce soir, hein, mais de penser, alors en termes économiques, on en est déjà là, hein, l'Europe d'économie. Dans l'Europe, d'ailleurs, dans la construction européenne, il y a plusieurs phases. Et la seule phase qui n'était pas encore réellement faite, même s'il y a l'Eurocorps, l'Eurofort, les Euromarforts, il y a eu des forces européennes, des forces binationales. Les piliers, on n'a pas l'Europe de la défense. Bah voilà, en fait, le processus de décision, c'est important. Il faut qu'il y ait une boucle courte. Quelle boucle courte? Est-ce qu'on fait jouer simplement certains pays, certains grands pays, et pourquoi eux et pas les autres? On peut pas faire l'unanimité, hein. On peut pas demander à l'unanimité toutes les décisions en matière de défense. Un autre cadre peut-être. Voilà, alors il y a une cadre diplomatie continental européenne, européen, mais ça marchait bien tant qu'on était alignés ou que les Américains étaient d'accord avec nous. Mais Enfin, oui, mais il faut quand même dire que s'il n'y a pas les Américains, c'est très très compliqué. Enfin, je veux dire, il y a. Est-ce que c'est faisable? Non. Enfin, aujourd'hui, demain et pourquoi ça après, l'est pas? aujourd'hui, demain et après-demain, ça l'est pas. Enfin, je veux dire, si on est très concret. Si on fait une Europe pragmatique de la défense, c'est-à-dire dans un cadre. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas les capacités. C'est qu'il y a des. Alors, si on compte les tanks, si on compte les personnels, si on compte même les avions de chasse, on peut se rassurer. On peut dire, ah là, ça fait. Mais en fait, c'est pas ça que nous fournissent les Américains qui est indispensable. Ce que fournissent les Américains est indispensable, ce qu'on appelle les enablers, donc les démultiplicateurs de force. C'est des trucs sur lesquels on ne peut rien faire. Le renseignement, les avions de transport. Que nous n'avons pas. Que nous n'avons pas. On commence à avoir. On commence à avoir. On en avec a. les A400M et voilà. Oui, mais un A400M, c'est pas ça qui vous emmènera à une brigade blindée à l'est. On avait une solution avant. C'était des Antonov russes et ukrainiens.
Ouais, bah. Et moi j'ai vu ça, on avait des forces françaises transportées par des compagnies privées, ukrainiennes ou russes, d'Antonov. Et c'était une solution. Non, mais ce que je veux dire, c'est que demain, on n'a pas les solutions sur un Alors tu dis, donc il y a le renseignement, il y a des gros transporteurs. Système d'information de Les systèmes communication. d'information. tout ce qu'on appelle le C2, c'est-à-dire Ouais. la manière de coordonner une force. Pourquoi? Parce que quand on s'entraîne à faire ces trucs-là en coalition, on les fait dans l'OTAN. Et dans l'OTAN, qui met ces briques-là? C'est les États-Unis. Et le propos, c'est que c'est pas impossible. On a vu les trucs faire. C'est juste que ça prend du temps à réapprendre et à reconstruire ces Ça systèmes-là. prend combien de temps? Il y a une solution, c'est celle que fait l'Union européenne dans les opérations qui ont déjà existé, qui étaient des opérations avec des effectifs assez faibles, mais qui ont existé en République démocratique du Congo dans les années de 2008, 2009, 2010, au Tchad, en Bosnie. Alors, il y a des opérations où, en fait, dans l'Union européenne, on désigne ce qu'on appelle une nation cadre. Alors, en anglais, c'est soit lead nation, c'est-à-dire que c'est la nation qui commande, ou framework nation, nation cadre. Et c'est pas tout à fait pareil. Et le plus difficile à définir, quand vous avez des pays comme la France, l'Allemagne et mettons le Royaume-Uni, c'est difficile pour les Allemands de travailler sous les ordres de Français. C'est difficile pour les Français, peut-être un peu moins, de travailler sous les ordres de Britanniques. Ou s'ils le font, c'est qu'il faut qu'il y ait une rotation. Et c'est pas très stable. Alors que dans l'OTAN, là je suis d'accord avec vous, ce qui met tout le monde d'accord, c'est les Américains. Parce qu'ils fournissent les enablers, comme vous le dites, mais ils fournissent aussi les chefs. Actuellement, Secure, ça sera toujours un Américain. Les Français, à l'époque de Jacques Chirac, Secure, donc c'est le commandement suprême en Europe suprême en Europe. de l'OTAN. Sous Jacques Chirac, c'était en 96, moi j'étais à Naples à ce moment-là, les Français avaient soumis au président une fausse bonne idée en disant voilà, les Français voulaient rentrer dans l'OTAN, et voilà, on voudrait que le poste d'amiral de... Rentrer dans le commandement intégré de Commandement, l'OTAN. parce qu'ils sont pas on sortis était de dans l'OTAN. l'OTAN, voilà, au plan politique, mais on n'était pas dans le commandement intégré. On l'était de manière indirecte avec les missions militaires françaises. Mais ils avaient proposé aux Américains qui avaient rayonné, alors Chirac, ça l'avait vexé, il dit, voilà, mais l'amiral qui est à Naples, il pourrait être français. Bah oui, sauf que l'amiral qui est à Naples, il a une double casquette, l'amiral américain. Il commande l'OTAN à Naples, qui est un commandement régional, ce qui ressemble, régional au sens large, toute la Méditerranée. Mais aussi, il est patron de la 6e flotte américaine. Et moi qui ai servi à Naples pendant un certain nombre d'années, vous avez deux états-majors. Un état-major purement américain, et là il fait plein de rances, il fait plein de que de l'américain, et puis un état-major OTAN. Et quand vous êtes dans l'OTAN, vous avez l'impression d'être dans une vitrine. En fait, l'OTAN, c'est un peu aussi la vitrine des actions américaines en Europe, au Moyen-Orient. Par exemple, à l'époque où j'y étais, la France n'avait pas voulu participer à l'opération américaine en Irak en 2003. Vous vous en souvenez, discours de Dominique de Villepin, voilà. Mais juste après, l'année suivante, il fallait mettre en place en Irak une structure de l'OTAN pour instruire l'armée irakienne, pour reprendre l'entraînement de l'armée irakienne. Et les Français, de fait, ne pouvaient pas y participer, comme les Allemands, mais ils pouvaient le planifier. Et le problème, c'est que les Américains utilisaient les alliés italiens, espagnols, ça, comme des faire-valoir ou des alibis, en disant voilà. Et quand il y avait une perte sur le terrain, parce qu'il y avait des pertes en Irak, quand c'était un Américain de l'OTAN, eh bien cet Américain de l'OTAN était transformé en perte nationale américaine. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait pas que l'OTAN ait trop de pertes, parce qu'il fallait attirer des pays dans cette mission commune, sur un territoire dangereux, mais il fallait aussi que cette opération soit efficace. Donc mettre des Américains pour qu'elle soit efficace. Donc voilà. Moi, j'ai une question. Je peux? Mais vous avez toutes les questions que vous voulez. Est-ce qu'on peut... j'ai cru comprendre que sous Trump 1, il n'y avait pas nécessairement un alignement parfait entre Trump et le haut commandement militaire. Est-ce qu'on peut imaginer que le haut commandement, je ne sais pas du tout quelle vraiment question de Béotien, question d'internaute. Il y a justement une question dans le chat, un viewer qui demandait est-ce qu'on pourrait faire une OTAN bis sans les États-Unis, par exemple? Est-ce que, Et puis pareil, est-ce que l'armée américaine... Est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'alliés aussi? J'ai posé la question de manière brutale. Est-ce que l'armée américaine est totalement alignée avec Trump?
Bah là, ils sont en train de se faire purger, en fait. Ouais, voilà. Donc, non, mais c'est-à-dire la première fois, Trump, il se sentait obligé de jouer poliment, donc il a gardé. D'ailleurs, il s'est même entouré de beaucoup de généraux, y compris chefs de cabinet, etc., parce qu'il aimait bien les généraux, préférait ça aux diplomates notamment. Et du coup, ils ont quand même réussi à le gêner un peu aux entournures parce qu'ils se sentaient obligés et tenus par ces trucs-là. Là, ils se sont tous fait purger, tous. Et soit dit en passant, notamment tous ceux qui n'étaient pas des mâles blancs. C'est-à-dire, il y avait un réel effort de diversité dans le haut commandement américain. Ils se sont tous fait dégager, y compris le chef d'état-major qui a été remplacé, soit dit en passant, par un réserviste, pilote de chasse qui était pas du tout, qui n'avait pas du tout le grade pour ça. Donc, en fait, il y a un message très clair qui est c'est la loyauté. C'est la loyauté personnelle à Trump. Et le truc, c'est que ce truc-là, ça infuse. Enfin, c'est-à-dire, il y a les chefs, mais le message, il passe fort et clair, là. Enfin, je sais pas si- Oui, alors, ce ne sont pas les purges staliniennes, hein, mais il n'y a pas encore de procès public et tout ça, mais c'est vrai, il y a une femme amirale qui a été aussi remerciée alors qu'elle venait d'être nommée par le président Biden. Donc en fait, il y a une... alors, je connais enfin, ayant travaillé avec l'armée américaine, il faut voir que l'armée américaine, c'est pas une armée laïque. Enfin, une armée laïque. Nous sommes dans une république laïque. Donc chacun pratique la religion qu'il veut. Tout ça. Aux États-Unis, moi je me suis aperçu qu'il y a des associations d'officiers. Ce ne sont pas des syndicats, mais ce sont des associations, des officiers catholiques. Et là, vous retrouvez beaucoup d'officiers d'origine italienne ou polonaise, des officiers évangélistes. Lorsque vous êtes dans les scouts américains, qui sont alors nous on a des scouts qui sont des scouts qui correspondent souvent à des religions, scouts catholiques, scouts musulmans, voilà. Eux, vous êtes scouts américains, donc vous avez le drapeau US, mais vous êtes en même temps, vous pouvez être juif, musulman, voilà, et vous avez votre petit insigne de religion, mais vous êtes d'abord scout américain. Et là où j'étais dans l'OTAN, j'avais des enfants qui avaient été un moment pendant un an. Et là, dans les scouts américains, vous apprenez les chants patriotiques américains. Et voilà. Donc il y a une vision américaine, et notamment des militaires américains, où, ce qui est normal, America First, mais il y a en même temps, en sous-jacent, il y a quand même ce que vous êtes. Et ce que vous êtes, alors il y a des minorités visibles dans l'armée américaine depuis longtemps. Il y a des aspects. Alors, Trump, ça vous a pas échappé, fait la chasse aux homosexuels dans l'armée américaine aussi. Alors que depuis Bill Clinton, hein, il y avait une tolérance, et puis même plus qu'une tolérance. Enfin, je veux dire, il s'exprimait, voilà, il y avait. Et puis, et donc il y avait là. Alors, on parlait de valeurs. Alors les valeurs diplomatiques, mais les valeurs philosophiques. Là, il y a un point commun entre Poutine et Trump. Il y a des valeurs philosophiques communes, je dirais. Alors, et un mépris des deux pour tout ce qui est lié à la différence, à l'autre. Et ça, ça fait peut-être un terrain commun entre l'Amérique de Trump et la Russie de Poutine. Oui, ils pensent totalement pareil à plein d'égards. Mais juste pour revenir à la question sur l'OTAN bis, etc. Le problème, c'est qu'il y a une structure qui marche. Alors, on n'est pas les plus attachés à cette structure, mais c'est l'OTAN. Et à certains égards, là, on n'est pas très loin quand même de finir par se demander si le mieux qui pourrait se passer, c'est pas qu'il se barre et qu'il laisse la machine qui marche à peu près aux mains des autres. Parce que rappelons qu'il n'y a aucun moyen. L'OTAN, c'est une machine compliquée, mais qui fonctionne à l'unanimité. Il n'y a aucun moyen de vider un État membre, sinon ça aurait été fait depuis longtemps avec la France, voire la Turquie. Mais là, tant qu'ils sont dans l'OTAN, ils paralysent tout. Et l'OTAN, encore une fois, c'est l'organe pour être efficace entre alliés. Et c'est l'organe auquel, à part les Français, tout le monde est extrêmement attaché dans l'OTAN. Donc, en vérité, non, on ne peut pas reconstruire un truc. Enfin, je veux dire, ça a mis du temps avant de savoir opérer dans l'OTAN. Donc, il y a un coût d'acquisition monstrueux si on perd ce savoir-faire-là. Et se pose la question de et si nous, on veut faire des choses que les États-Unis ne veulent pas les faire, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, bon, historiquement, en 1945, les Français et les Britanniques ne voulaient plus qu'il y ait le renouveau d'un danger allemand. Donc, ils avaient créé la communauté ou une union de l'Europe occidentale. Et ensuite, après le coup de Prague en 1947, quand les Soviétiques finalement, Staline a bafoué sa parole, hein, puisque il y a eu un coup d'État et que les élections de Tchécoslovaquie ont été biaisées.
Là, les Français et les Britanniques sont allés voir les Américains parce que Staline n'avait pas démobilisé toutes ses divisions. Et donc il y avait un vrai risque que Staline ne s'arrête pas à la Tchécoslovaquie, mais éventuellement attaque l'Allemagne occidentale. Et là, les Américains sont entrés dans la danse avec les Canadiens. Voilà. Et le problème, c'est que pour maintenant, alors il y a eu, ça c'était en 49, mais juste après, dans les années de 50 à 54, il y a eu cette fameuse idée de la communauté européenne de défense, la CED. Et la CED, elle n'a pas fonctionné, notamment les populations ont été contre. Pourquoi? Parce que c'était la question de la nouvelle armée allemande. Et en fait, la nouvelle armée allemande, ça faisait peur encore aux Français en 50-54. Et même la nouvelle armée italienne, il y avait beaucoup, je voyais la CED en Italie, les Italiens ne voulaient pas forcément se retrouver pris dans une défense européenne. Tout ça. Et donc finalement, l'OTAN, ça satisfait tout le monde, parce que du coup, les Américains ont dit, OK, bah, la nouvelle armée fédérale allemande, on va la fabriquer. Et puis, quelque chose quand même. Ils ont quand même utilisé, je n'arrive pas à dire d'anciens nazis, mais les anciens généraux de la Wehrmacht, et pas des moindres, Heusinger, Speidel et autres, se sont retrouvés bombardés, chefs de la région Centre-Europe dans l'OTAN. Donc, si vous voulez, on sait bien que maintenant, la légende d'une Wehrmacht propre, et avec les SS qui... Voilà, mais les Américains ont un peu encouragé cette espèce d'absolution donnée à certains Allemands de l'Ouest pour reprendre des responsabilités dans le domaine militaire à l'Ouest. Alors vous aviez, quand vous regardez sur YouTube, même des documents que l'armée fédérale actuelle fait paraître, un document officiel, vous avez des amiraux allemands ou des généraux allemands qui portent leur croix de fer dans l'OTAN. C'est certain que l'épuration en Allemagne a été très partielle. Il reste que l'OTAN, c'est pas parfait. En France, on aime bien détester ça depuis globalement les années 60. Il reste que c'est le seul outil de défense collective de l'Europe, qu'on n'en a pas d'autre, que si les Américains décident de faire en sorte qu'il ne marche plus, ça va vraiment plus marcher, et que si on n'a pas ça, ça mettra très longtemps avant de réussir à trouver quelque chose qui fonctionne. Chers amis, il est 18h passé de 23 secondes, c'est l'heure de nous quitter, c'est peut-être l'heure d'abord du mot de la fin. Lieutenant-colonel, le mot de la fin. Merci de nous avoir fait l'amitié, de vous être transporté comme ça au débeauté, en tout cas jusqu'au studio 3 et 74. Votre mot de la fin, votre mot de la suite peut-être? Bah écoutez, on vit une période importante et je pense que le discours du président ce soir permettra de faire un peu de pédagogie sur l'Europe de la défense. Et j'espère, c'est qu'on ne voit plus uniquement la défense en termes purement, j'allais dire, souverainistes, de souveraineté nationale, mais il y a une vraie problématique de stratégie européenne, de défense européenne, qu'il va falloir que les États européens créent ensemble. J'espère en tout cas qu'on aura de nouveau le plaisir d'avoir de vos lumières. Professeur Geoffron. Oui, moi ce qui me préoccupe, c'est qu'en fait, d'une manière ou d'une autre, il va falloir augmenter très sensiblement les dépenses militaires. Or, il y a une autre menace sur l'Europe, on l'a touché du doigt très durement en 2022, c'est nos dépendances aux importations d'énergie fossile. Un pays comme la France, 99% de notre pétrole, 96% de notre gaz. Répondre au choc en 2022, ça a coûté au niveau européen 700 milliards d'euros. D'ailleurs, on pourrait faire beaucoup de choses en matière militaire. Et je pense qu'on va pouvoir difficilement faire les deux, donc il va y avoir des tensions. Peut-être qu'on va réduire, je l'espère, évidemment c'est impératif, les menaces militaires qui pèsent sur nous, en tout cas s'y préparer. Mais dans le même temps, je pense qu'on va rester sous la contrainte de nos dépendances en matière d'énergie fossile. Et le gaz va nous arriver entre la Russie, le Moyen-Orient et les États-Unis, ce qui n'est pas le meilleur combo. Je pense qu'on pourra trouver le professeur Geoffron au 5e étage dans une heure, je crois, chez Fabienne Synthèse pour le téléphone sonne, c'est ça? Oui, rendez-vous. Vous allez parler de quoi? À peu près la même chose, mais au niveau français, les terres rares, les minerais et ce qu'on trouve. Et en aussi bien, je n'en doute pas. Alexandre Jubin, cher Alex. Non, effectivement, c'est un peu la même chose. Enfin, je veux dire, il va falloir, je ne sais pas ce que va dire le président ce soir, mais il va falloir augmenter les dépenses militaires, ça paraît évident. On n'est même pas à 2%, enfin, on est autour de 2%. Là, on parle de 3, 3,5, 4. Ça va coûter cher et ça va se sentir. C'est pas de l'argent magique, même si la Commission européenne à Bruxelles allège des contraintes réglementaires. C'est de l'argent. Il va falloir, et on y était pendant la guerre froide, on était à 4-5%. Mais si on revient vers ces périodes-là, c'est de l'argent qui va pas être pour autre chose. Je pense qu'il faut que tout le monde se mette un peu en tête que
Maintenant, il va falloir dépenser pour la défense parce qu'on a vécu à crédit des Américains pendant 70 ans, globalement. En tout cas depuis 40 ans, ça c'est sûr. Et que maintenant, ça va coûter cher, ça va sans doute être assez douloureux. Merci Alexandre Jublin. 18h passées de 3 minutes et 2 secondes. Chers messieurs, je vous fiche dehors. Je vous remets entre les bras, plutôt aimable d'ailleurs, de Camille Rio, qui devrait vous permettre de retrouver l'air frais du 116 avenue du président Kennedy. Revenez évidemment quand vous voulez dans le chat, on reste ensemble. On va prendre le large à bord peut-être d'un navire câblier ou si vous avez des envies de profondeur, à bord d'un sous-marin pour aller constater qu'au fond des mers, il s'en passe pas mal des choses. Il serpente sous la mer, il relie les continents. Ce sont les câbles sous-marins au travers desquels circulent à la vitesse de la lumière les appels téléphoniques et les connexions Internet. Ils sont capables de faire transiter 1 giga en quelques nanosecondes. C'est peut-être ce qu'on va voir tout à l'heure, là tout de suite. Fin 2023, on comptait plus de 480 câbles en service. Ça représente plus d'1,2 million de kilomètres de tuyaux. Une soixantaine d'autres projets sont en cours de projet ou de construction. Leur rôle est stratégique, mais ils sont vulnérables. D'après Orange, environ 150 à 200 coupures de câbles sous-marins se produisent chaque année. Alors, la plupart du temps, ces incidents sont dus à des phénomènes naturels, c'est tremblements de terre, sous la mer, des glissements de terrain, ou à des accidents maritimes, comme de chalutage ou l'ancrage de bateaux. Mais plusieurs coupures récentes ont néanmoins fait l'objet de soupçons de sabotage. Les 17 et 18 novembre, le câble BCS East-West Interlink reliant l'île suédoise de Gotland à la Lituanie, ainsi qu'un autre câble qui relie la Finlande à l'Allemagne, ont ainsi été endommagés dans les eaux territoriales suédoises. De quoi relancer peut-être les craintes d'une guerre hybride, en particulier entre la Russie et les pays occidentaux. Il est 18h passé de 4 minutes, on peut dire bonsoir sur France Info. Bonsoir, contre-amiral Cédric Chetaille. Bonsoir monsieur. Vous êtes en charge des fonds marins à l'état-major de la marine. Bonsoir amiral. À vos côtés, Olivier Lascar, qu'on connaît bien. Olivier, tu es rédacteur en chef chez Sciences et Avenir. Tu as commis, c'est notamment pour ça que tu es là, Abyss, l'ultime frontière, paru chez Alizio. Et à mes côtés, on a le plaisir. Merci Ophélie de vous être libérée. Ophélie Coelho, vous êtes chercheuse indépendante, autrice, conférencière, spécialiste de la géopolitique du numérique. Vous êtes doctorante associée au Centre Internet et Société du CNRS. J'ai oublié quelque chose? Et de charisme aussi, Panthéon-Assas, mais voilà, c'est... Eh ben, comme ça, la bio totale. Merci, chers amis. Merci. Vous êtes transportés à une heure où c'est pas facile de circuler dans Paris. On va parler fonds marins, géopolitique, mais peut-être, si vous voulez bien, on va faire peut-être un peu de lexique. Peut-être avec vous, Ophélie, un cap sous-marin, on parle de quoi? Pourquoi ils sont si importants? Combien ça coûte? Comment on les installe? On va parler peut-être de tout ça. C'est quoi un câble sous-marin? De quoi on va parler là? Un câble sous-marin, bon, il y a plusieurs types de câbles sous-marins. Il y a des câbles sous-marins de télécommunication, ceux qui sont les plus courants. Et il y a les câbles de transport d'électricité, les câbles sous-marins de transport d'électricité. Là, ce dont on va parler majoritairement, je pense que ce sera plutôt les câbles sous-marins de télécommunication, qui sont du coup des câbles voilà, d'un diamètre modéré, de 5 à 10 mm, enfin voilà, 10 cm de diamètre, je veux dire plutôt, parce que millimètre c'est trop petit. C'est Voilà. pas bien grand. Absolument. Et qui du coup en fait permettent le transit de données numériques. Par les eaux. Donc généralement, ça va permettre à des infrastructures terrestres de s'interconnecter. Par exemple, nous, en Europe, on est très dépendant des infrastructures américaines, donc aux États-Unis. Donc du coup, on va avoir des câbles sous-marins qui vont traverser tout l'océan Atlantique pour connecter le continent européen aux États-Unis et permettre de se connecter au réseau terrestre états-unien et au centre de données qui se trouve là-bas. Donc ça sert en fait dans ce cadre-là, autant pour traverser des océans que pour relier parfois des pays beaucoup plus proches, voilà, comme c'est le cas en Europe, voilà, en mer Baltique notamment. On aura l'occasion d'en parler. Et donc ça permet de transférer ces données dans un contexte d'interdépendance infrastructurelle. Amiral, pourquoi c'est un sujet dont s'est emparée la Marine nationale? Pourquoi ça préoccupe les états-majors? Pourquoi vous êtes là, Amiral? Donc comme ça vient d'être dit, effectivement, le fond des océans, pour nous, nations de l'Europe occidentale, c'est très très important. C'est important pour la vie de nos sociétés, c'est important pour notre activité économique et demain encore davantage. On vient de décrire effectivement un modèle où on voit avec l'intelligence artificielle qui va arriver, un modèle assez centralisé avec la localisation géographique de façon restreinte dans certains pays de centres de données, de traitement. Et puis il va falloir collecter les données et les redistribuer vers les
vers les utilisateurs. Donc demain, les câbles au fond des mers, les câbles de télécommunication, les câbles de transfert d'énergie, avec demain une architecture sans doute énergétique en Europe différente pour transporter depuis des fermes solaires ou depuis des champs d'énergie renouvelable en mer, l'énergie vers leurs utilisateurs. Tout ça, ce sont des occasions de multiplication de ces câbles, de cette infrastructure. Et donc, l'importance de cette infrastructure fait qu'il y a des enjeux de défense et de sécurité autour de ces installations. J'ajouterais en fait que l'imperméabilité, enfin la difficulté à pénétrer ce milieu des grandes profondeurs, on est dans une tendance technologique qui fait que c'est un environnement qui est de plus en plus accessible, puisqu'on franchit, de même qu'on le fait à terre avec la dronisation de différentes activités, eh bien, on le voit aussi en mer, avec une autonomie énergétique qui est plus facilement accessible, la miniaturisation, de l'intelligence artificielle, de l'intelligence de décision. Et tout ça, c'est favorable à faire naviguer des engins très profonds. Olivier, j'ai lu ton livre dont je recommande la lecture à Je ceux te qui nous remercie. regardent et qui nous écoutent. C'est pour un petit peu, voilà, c'est en guise d'introduction, on trouve des câbles sous la mer, on ne trouve pas que des câbles. Non. Il y a aussi d'autres enjeux sous la mer. Oui, Et tous ces les sujets vont, je pense, abysses, se croiser là pendant 1 heure. oui, les abysses qui sont à une profondeur moyenne de 3800 mètres, si je ne m'abuse, mais qui peuvent descendre bien, bien plus bas, hein. Il y a des câbles qui serpentent à 6000 mètres de profondeur. Les abysses sont devenus un sujet d'actualité et un sujet de géopolitique, pour les raisons qui viennent d'être dites, puisque évidemment les câbles qui serpentent au fond des mers sont les yeux et les oreilles des différents pays du monde, et que quand un câble vient à rompre, s'il n'y a pas un système de redondance, on l'a vu par exemple avec les îles Tonga dans le Pacifique, qui n'étaient reliées que par un seul câble au reste du monde, il y a eu une éruption sous-marine catastrophique, qui a eu beaucoup de conséquences, dont celle de rompre ce câble, et le pays a été coupé du reste du monde. Donc il y a cette problématique des câbles. Mais elle n'est pas la seule, effectivement, puisque les fonds marins, on le sait depuis longtemps, sont le lieu de gisements en minerais qui deviennent particulièrement intéressants parce qu'on est dans un scénario de la transition énergétique. On sait que dans le fond des abysses, en certains endroits, hein, pas partout, il y a des agglomérats de métaux stratégiques, de métaux critiques, de substances dont on a besoin aujourd'hui pour faire pêle-mêle les batteries des voitures, les aimants qui sont dans les moteurs des éoliennes. Enfin, tout un équipement dont on a besoin à un échelon global. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va faire des mines? Est-ce qu'on va miner le fond des océans? Ce qu'on n'a jamais fait depuis le début de l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'on ouvre ce chantier-là parce que la Terre en a besoin d'un point de vue énergétique, mais c'est ouvrir peut-être la boîte de Pandore, quoi. Ophélie Collin. Tu veux que je réagisse sur quoi? Ah pardon, non, je vous voyais acquiescer. Il y a Christelle, par exemple, dans le chat qui dit c'est quoi le droit d'un câble en eau territoriale? Est-ce qu'il y a un droit des câbles au niveau international? Je pose la question à tous les trois. Ophélie, peut-être? Bah, déjà, avant la pose d'un câble, il faut certaines autorisations quand même, notamment celle de l'autorité internationale des fonds marins. Il y a aussi en termes, pour les télécommunications, il y a l'IUT également, qui va intervenir dans ce contexte-là. Après, dans les droits des fonds marins, je suis un peu moins expert, donc je ne vais pas non plus trop détailler. Ce qui est en tout cas important, c'est qu'il va y avoir ensuite des négociations à avoir avec les pays, donc au cas par cas, à partir du moment où on rentre dans les eaux territoriales. Donc là, on va toucher à la souveraineté des États, du coup. Et donc, il va y avoir des accords de la part des États d'accueillir ces câbles dans leurs eaux territoriales et de connecter ensuite au réseau terrestre via les stations d'atterrage ou d'atterrissement, ça dépend. Il y a plusieurs écoles dans l'utilisation de ce terme, et donc des négociations avec les télécoms. Voilà. Mais donc, pour les fonds marins, je vous laisse être un peu plus. Je crois qu'on n'a pas de juriste, hein, donc. Alors, je crois que le droit, en fait, est un bon reflet de l'évolution qu'on peut voir dans ce domaine particulier. C'est-à-dire qu'il on n'est a- pas très abouti pour l'instant, c'est ça? C'est-à-dire, en fait, qu'on superpose un usage qui s'appelle la libre pose et maintenance des câbles en haute mer, parce que c'est un héritage historique et qu'en fait, comme c'était un milieu inaccessible et inviolé d'une certaine façon pendant très longtemps,
eh bien, c'était un régime qui satisfaisait tout le monde. Donc on a toujours ce régime-là qui coexiste avec un mouvement de territorialisation, hein, c'est un mot un petit peu barbare, néologisme peut-être, mais qui signifie bien qu'il y a des États qui essayent de s'approprier l'espace maritime. Voilà. Et via les demandes de pause, d'autorisation de câbles, d'intervention de certains Mais navires ils en qui ont le font des droit. travaux sous-marins, ils en ont le droit dans les eaux territoriales, ils en ont pas forcément tout à fait le droit. Enfin, en tout cas, il y a un usage spécifique qui est fait de ce droit maritime pour affirmer des ambitions et des prétentions territoriales en mer. Donc on a ce conflit de ces deux mouvements. Et puis là-dessus se superpose effectivement la réglementation qui pourrait protéger l'infrastructure sous-marine. L'infrastructure sous-marine, elle a un statut quand même compliqué, vous l'avez abordé. Non seulement il n'y a pas de juristes, mais je pense que s'il y avait des juristes, il y aurait autant d'opinions que de juristes probablement. Parce que, pour faire simple, résumons, c'est donc une installation privée qui est souvent à plusieurs propriétaires, des consortiums très différents, des investisseurs, des opérateurs ou des investisseurs qui passent d'endroits qui sont complètement territorialisés, donc les eaux territoriales, même le sol national, puisqu'on parlait d'atterrissement, à des espaces qui sont sans juridiction de haute mer et puis qui desservent beaucoup de pays comme ça. Voilà, donc d'un point de vue juridique, c'est très complexe et donc c'est sans doute d'ailleurs ces difficultés de réglementation, d'application de la réglementation et de différentes interprétations de la réglementation qui favorisent des failles qui rendent possible en fait des sabotages potentiels, en tout cas des atteintes à l'infrastructure qui sont finalement relativement peu coûteuses, puisque répareront et mettront la main au porte-monnaie les propriétaires des câbles. Et je rebondis un tout petit peu, je suis désolé d'être un peu long là-dessus, mais On a 1 heure pour parler de ce sujet. ça Vous pose avez aussi tout le temps que vous voulez. peut-être le problème de qui doit protéger cette infrastructure, puisque à partir du moment où c'est une installation privée dans une zone internationale, il n'est pas immédiatement logique de dire c'est à tel acteur, tel État d'intervenir. C'est une situation qui devient peut-être problématique, cette mainmise de l'acteur privé dans les câbles, parce que... Alors peut-être, on a qui comme gros acteurs? Il n'y en a pas 10 000, je crois. Les Français sont Alors, il bien y a représentés. les constructeurs de câbles, et sauf erreur de ma part, il n'y en a que 3 dans le monde. Il y a les Français d'Alcatel, il y a Subcom qui est américain, et il y a des Japonais dont j'ai oublié le nom. Amira, Mec. je vous ai vu tiquer. Non, je pense qu'on peut aussi peut-être ajouter un outsider qui aimerait bien se faire une part du lion, qui est la compagnie chinoise, Oui. historiquement à Huawei, mais sa filiale sous-marine. Et leurs clients, aujourd'hui, c'est essentiellement les GAFAM, hein. Ce sont eux qui achètent les câbles qui sont ensuite posés par encore d'autres acteurs. Et là, on a cité en d'autres circonstances Orange Marine, par exemple, qui est la filiale d'Orange et qui sont des experts Très gros opérateur. dans la dépose des câbles, hein, un travail où il consiste à dérouler ces câbles, mais il faut le dérouler exactement au bon endroit, puisqu'il faut s'adapter au relief sous-marin. En tout cas, pendant des années, me semble-t-il, je crois que ça arrangeait bien l'État que des acteurs privés s'emparent de ces questions-là, parce que c'était techniquement délicat, ça coûtait des sous, etc. Mais tant et si bien qu'aujourd'hui, ces acteurs privés, ils ont fait une forme, alors si je pousse le bouchon un peu loin, ils ont organisé une forme de colonisation des grands fonds et de privatisation des grands fonds. Et aujourd'hui, pour câbler l'Afrique, par exemple, si Amazon ou Meta ne déroulait pas ses câbles, il n'y aurait pas de proposition pour équiper un continent comme celui-là. Donc, on est dans un moment où la puissance publique, je crois, se réempare de ce sujet en voyant qu'elle a un peu laissé filer les choses. Oui, alors effectivement, c'est très intéressant en fait le mouvement, le changement dans cette industrie. Donc c'est vraiment comme on le comprend, hein, c'est une industrie qui comporte beaucoup d'acteurs, de ceux qui conçoivent les câbles jusqu'à ceux qui le posent, jusqu'à ceux qui les possèdent et ceux qui les maintiennent ensuite quand il y a des problèmes. Il y a aussi d'autres activités tout autour de ça, hein, voilà, on ne va pas faire toute la chaîne. Mais néanmoins, il y a un changement dans la propriété de ces câbles. C'est-à-dire que si on revient vraiment
19e siècle, les câbles télégraphiques, par exemple. On avait déjà des C'est bien de revenir à sociétés. ça, c'est très vieux. En fait, c'est On a 1858. câblé les continents depuis. Tout à fait. Et donc, premier câble télégraphique, et puis ensuite, en fait, une appropriation notamment de l'Empire colonial britannique, qui en fait vraiment une force stratégique, ce réseau télégraphique, le All Red Line, voilà, ça s'appelait comme ça, ce réseau-là, et qui en fait était déjà, la propriété de ces câbles appartenait déjà à des entreprises, mais qui étaient au service de l'Empire colonial britannique. Ensuite, ça s'est plus internationalisé. Les télécoms de différents pays ont pris plus de part dans cette problématique-là, tout simplement parce que eux étaient sur leur réseau terrestre, territorial. Donc, de toute façon, leur participation progressive à des consortiums de câbles était logique. Donc, au fur et à mesure que les technologies ont évolué, les consortiums, en fait, ont évolué aussi, mais on restait sur des télécoms, sur des entreprises de télécommunications. Quand l'industrie des télécommunications s'est libéralisée, donc dans les années 80-90, donc libéralisation, c'est-à-dire que les États en fait se sont retirés progressivement de l'investissement dans ces entreprises des télécoms, jusqu'à parfois être complètement absents. On a eu du coup, des acteurs privés qui ont pris beaucoup de place là-dedans, avec une logique de marché. Aujourd'hui, depuis à peu près une dizaine d'années et une accélération sur ces dernières années, les télécoms n'ont plus les moyens d'investir dans des infrastructures géantes qui coûtent des milliards, et qui du coup laissent la place à d'autres acteurs, à ceux qui aujourd'hui ont les capacités de le faire. Et donc sur le marché, les leaders du marché, ceux qui ont la capacité de le faire, c'est les gros fonds d'investissement au service des géants du numérique ou des sociétés de télécom chinois, parce qu'on a deux stratégies tout à fait cohérentes côté américain et chinois. D'un côté, on va avoir les géants du numérique qui concentrent en effet la propriété des câbles de peu à peu, parce que bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais qui peu à peu concentrent en fait cela, en plus de leur pouvoir sur le logiciel, de leur levier technologique sur le logiciel. Et de l'autre côté, côté chinois, on a les télécoms chinois et des entreprises comme China Mobile, China Telecom et le collectif, le groupe Hengtong qui a racheté Huawei Marine Network notamment. Et donc, en fait, on se retrouve du coup avec une concentration de pouvoir sur ces câbles versus ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire de larges consortiums qui pouvaient aller jusqu'à une trentaine de télécoms. Alors, ces consortiums, ils existent toujours. Voilà, sur les quasi 500 câbles commerciaux connus qui existent, il y a un historique très fort et les télécoms sont toujours majoritaires là-dedans. Mais le problème, c'est qu'en fait, les infrastructures vieillissent. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les nouveaux chantiers sont la propriété, effectivement, d'une petite concentration d'acteurs qui ont de plus en plus de pouvoir là-dedans. Amiral, sur la base de ce qui vient d'être dit, la Marine nationale protège quelles infrastructures? Et puis peut-être, pouvez-vous expliquer quelle est la doctrine de la Marine nationale sur ce sujet-là? Oui, je vais développer effectivement ce point-là. J'abonde sur ce qui vient d'être dit, en fait, sur la transformation qu'il faut bien comprendre, qui est un peu cyclique, effectivement, entre qui est propriétaire des câbles et pourquoi, dans quel but. Et on voit effectivement aujourd'hui une stratégie étatique qui se développe sur les tracés des câbles. On le voit notamment dans le Pacifique, en fait, un affrontement, et c'est pour ça que c'est véritablement un enjeu de confrontation géopolitique. Les conflits de souveraineté, en fait. Les conflits de souveraineté, et puis un gouvernement favorable, un gouvernement américain qui favorise, certains tracés qui n'ont pas forcément une logique commerciale optimisée, mais pour contrer l'influence chinoise dans certaines parties du Pacifique, et puis l'influence chinoise sous les fameuses nouvelles routes de la soie. En fait, il y a des initiatives du gouvernement fédéral américain qui permettent d'apporter en fait une riposte, et chacun se forge des amis, des alliés grâce à ces stratégies de pose de câbles. En Europe, on le voit aussi, la Commission européenne qui fait des recommandations sur le tracé de câbles et sur le développement d'infrastructures sous-marines sans logique commerciale, alors que jusqu'à présent, c'est la logique commerciale qui prédominait. Voilà. Le rôle de la Marine nationale, donc en fait le ministère des Armées en 2022, on est quasiment aux 3 ans de l'apparition de la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins. En fait, ces stratégies qui n'existaient pas avant, puisque effectivement, c'est pas qu'on s'y désintéressait, mais c'est qu'on avait renoncé aux moyens de connaître et d'agir dans les très grandes profondeurs. Voilà, c'était le temps, j'ai envie de dire, de la mondialisation heureuse, et donc ce type d'infrastructure semblait protégé, puisque effectivement, c'est une infrastructure dont chaque nation peut tirer bénéfice, semblait protégée par ce statut-là. Au cours des années entre 2010 et 2019, il y a déjà
plusieurs incidents, mais peut-être que le moment fondateur, en fait, il faut se rappeler de cette image. Peut-être que certains de vos auditeurs s'en rappellent. En 2007, il y a un robot sous-marin, un mini sous-marin d'ailleurs, un mini sous-marin habité, qui vient planter un drapeau en titane aux couleurs de la Fédération de Russie à la verticale du pôle Nord. On est par plus de 4000 mètres de fond. Et donc, il faut bien comprendre rétrospectivement le message en fait qui nous était adressé. Le message, c'est qui est capable de le faire. Moi, je suis capable de le faire. Et à partir du moment où c'est un espace de non-droit et non réglementé, et bien en fait, on est un peu comme dans la conquête de l'Ouest. Le premier qui plante son drapeau, c'est le propriétaire du lieu, et c'est ça que ça voulait dire. Voilà. Et donc, c'est un enjeu de compétition et de territorialisation. Voilà. Donc, on a mis un certain temps pour rassembler nos idées et nos ambitions. Et la France, qui effectivement est une nation maritime par sa géographie et par les zones maritimes dont elle peut disposer, et par son destin, j'ai envie de dire, ne peut pas se désintéresser de ce sujet-là. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on va protéger? Alors, la Marine nationale n'a pas comme mission précise de protéger une infrastructure. La Marine nationale, dans toutes ses missions, elle opère pour soutenir les intérêts français, la coopération avec les alliés et les partenaires sur des enjeux de défense. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans les fonds? En fait, il faut voir la protection de nos infrastructures. Je dis toujours infrastructure parce que j'ajoute aux câbles de télécommunication les câbles d'énergie électrique dont on a parlé. Et puis, il y a des tuyaux de transfert, des pipes de transfert de flux d'énergie, gaz ou pétrole. On a tous à l'esprit Nord Stream, par exemple. Donc tout ça, en fait, pour nous, c'est un peu la même mission. Et donc, notre rôle, c'est bien d'anticiper la menace, de savoir qui pourrait faire quoi, dans quel but. Et donc, d'analyser nos vulnérabilités, d'être capable de dire ça c'est plus critique ou plus important que ça pour le fonctionnement de la vie normale de la nation, et à partir de là de proposer des solutions qui vont on veut être capable de dissuader, d'empêcher l'adversaire potentiel d'intervenir dans le temps de paix où on est aujourd'hui. Alors, chef d'état-major des armées, il ne parle pas du temps de paix, il parle plutôt du temps de la compétition permanente. Et je pense que ça illustre bien quand même pour tout le monde ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que même en temps de paix, en fait, toute action par des moyens étatiques est une action de compétition qui vise à prendre l'ascendant ou à porter le fer sur un de vos intérêts. Donc ça on le surveille, on anticipe, et puis on veut empêcher, on veut ensuite être capable de comprendre exactement très rapidement ce qui se passe ou ce qui risquerait de se passer, et puis d'apporter derrière des solutions aussi de réparation, de remédiation, parce que on n'imagine pas forcément demain un combat de robots sous-marins au fond des mers à proximité des câbles. Pourquoi pas, mais il y a d'autres options que celle-là. Voilà. Et puis ça, ce sont les options de défense. On parle beaucoup de défense, mais dans mon métier, tout au fond des mers, on développe aussi des actions offensives, puisque la meilleure défense, c'est l'attaque, vous le savez. Donc, plus on sera capable de porter le fer chez l'ennemi, mieux on protégera notre propre infrastructure. On porte le fer de comment? Je ne demande pas de dévoiler des secrets défense, des secrets militaires, mais ça prendrait quelle forme? Pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, et à peu près des images en tête. Oui, non, mais potentiellement, ça prend la même forme que ce qu'on peut imaginer en action contre nos propres intérêts. C'est-à-dire, on veut développer aussi des capacités pour être capable d'opérer sous l'eau et de venir faire du repérage, du ciblage, voire plus, s'il y a besoin, sur de l'infrastructure sous-marine, partout dans le monde, partout où nos intérêts seraient en jeu. Olivier? À un moment donné, on a beaucoup parlé d'un sous-marin russe qui s'appelait le Lokarik, je crois, et qui est une sorte de sous-marin gigogne, en tout cas, qui avait la capacité d'embarquer collé sous son ventre un deuxième petit sous-marin, capable, lui, d'intervenir en grande profondeur, avec presque des bras sécateurs qui pouvaient sectionner les câbles. Je crois que l'existence de ce sous-marin n'a pas été totalement avérée, ou en tout cas sa capacité de nuisance. Alors, vous êtes un militaire en exercice, amiral. Oui, non, mais je pense que son existence... Vous êtes le représentant du président de la République sous l'eau, en gros. Elle est suffisamment documentée, son existence, donc pour ne pas qu'on parle au conditionnel. En revanche, effectivement, son activité est plus confidentielle. Mais ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est effectivement une nation, en l'occurrence la Fédération de Russie, qui était capable de traverser des décennies compliquées pour l'État russe, tout en maintenant
cette expertise qui est vraiment un domaine de très grande difficulté. Donc quand on met autant d'énergie pour conserver ces savoir-faire-là, c'est qu'on a forcément l'intention de faire quelque chose. Alors c'est amusant de voir la résonance qu'il y a entre ce milieu de la grande profondeur et l'espace. L'espace, bien sûr. Parce que quand, Amiral, vous évoquez le petit drapeau du rover russe, évidemment on pense au drapeau américain sur la Lune. Abyss, ça vient d'un mot grec, abyssos, qui veut dire sans limite. Le grand fond des océans est vu comme un environnement sans limite, à l'instar de l'espace. Ce qu'il n'est pas, hein, en fait, hein, puisque c'est comme le fond de la piscine. À un moment donné, on touche le fond. On dit souvent qu'on connaît mieux la surface de la Lune que nos grands fonds. Oui, on le dit tellement que ça ressemble à une sorte de tarte à la crème journalistique. Absolument. Ça ne l'est pas, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire c'est exact. On connaît mieux la surface de la Lune que le grand fond des océans, puisque on a cartographié, je crois, quelque chose comme 20% du fond des océans. Il y a un projet qui est financé par une fondation philanthropique japonaise qui vise à cartographier l'entièreté du fond des océans à l'horizon 2030, mais tu vois, on en est loin, quoi. Mais donc cette résonance entre la conquête de l'espace et la conquête des abysses est quelque chose qui engraine le cerveau, hein, et il faut regarder aussi toutes ces questions-là à travers ce prisme-là. Ophélie Coelho. Oui, avec la différence, je crois donc il y a un droit de l'espace. Il y a un droit de l'espace, effectivement, et je crois que en termes justement d'appropriation du territoire, le territoire spatial ne doit pas être approprié, enfin, dans ce droit de l'espace. Mais effectivement, c'est quelque chose, c'est un parallèle qui est très intéressant à faire. Et surtout aujourd'hui, je pense que ce parallèle, il peut être fait dans le désir de prédation qu'on peut constater, notamment un peu toujours des mêmes acteurs finalement, hein. Et bon, moi, c'est vrai que je m'intéresse énormément aux big tech, aux géants du numérique, et aussi aux acteurs chinois qui agissent sur ce plan-là. Et c'est vrai qu'il y a cette volonté de mainmise sur les infrastructures satellitaires, câbles sous-marins. Bon, voilà. Après, bon, à modérer toujours, mais c'est vrai que quand je parle de constellations satellitaires et notamment de Starlink, mais pas que, hein, il y a le projet Kuiper d'Amazon, il y a aussi IRIS², le projet européen, etc. Bon, il y a plein de petits acteurs aussi qui font, hein, du satellite et qui veulent devenir des acteurs dans cette industrie-là. Et en fait, il faut quand même dire que les constellations satellitaires restent de toute façon dépendantes de l'infrastructure terrestre et ne remplacera pas. On pense beaucoup que le satellite, c'est l'essentiel de nos communications. Et C'est pas pas du vrai tout. du tout. Très très loin de là. C'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup moins fiable, semble-t-il. C'est plus cher, oui. Bon, après, c'est très cher, hein, quand même, de poser des câbles sous-marins au fond des mers. Mais oui, c'est plus cher Cher pour au l'abonné. final, bien sûr. Et par ailleurs, de toute façon, ça ne remplace pas l'infrastructure terrestre parce que jusqu'à présent, on n'a pas envoyé de centre de données dans l'espace, premièrement. Il n'y a pas de capacité de transit aussi. Voilà. La bande passante est vraiment pas du tout comparable en termes de sécurité, en termes de masse de données, etc. Ça ne remplacera pas voilà, l'Internet terrestre, en quelque sorte. Donc on ne peut pas du tout comparer les deux. Par contre, ça reste en effet un secteur, quand on parlait de territorialisation tout à l'heure, c'est un terme que j'utilise assez régulièrement en fait, quand je parle justement de la territorialisation des infrastructures, dans une forme de prédation en fait, d'une forme d'impérialisme en fait, de la part de ces grandes entreprises et des États qui sont à côté, partenaires, parfois concurrents, mais souvent plutôt partenaires et s'instrumentaliser l'un l'autre, quoi. Voilà. Alors, il n'y a pas de data center dans l'espace, mais il y en aura peut-être dans les abysses, hein, puisque Il y en a certains déjà acteurs... quelques-uns. Il y en a déjà quelques-uns. Enfin, non, pas dans les abysses, quoi. Si on parle vraiment Ouais. des abysses. Dans l'eau, oui. Parce Submergé, que- oui. Parce qu'un data center a besoin d'être refroidi. Oui, et il me semble que c'est Microsoft qui avait mené Oui. une expérimentation, mais moi j'en étais à fait. resté là. Alors peut-être qu'il y a des choses déjà plus pérennes Oui, après, c'est pas un système pour l'instant qui est encore vraiment. qui a fait ses preuves. Ouais, qui a vraiment fait ses preuves. On va plutôt favoriser des modes de refroidissement autres, mais effectivement, il y a eu pas mal d'expérimentations sur ce sujet-là. Ouais. Amiral. Oui, je pense que l'analogie effectivement avec l'espace, elle est évidemment très pertinente. C'est deux champs physiques qui se ressemblent beaucoup. On compare aussi les fonds marins au cyberespace, qui est un autre espèce d'espace commun mal réglementé et sur lequel on peut avoir du mal à savoir ce qui se passe.
avec quand même une spécificité particulière qui a été abordée par Olivier dans les fonds marins et sur lesquels il faut insister, c'est l'opacité de ce milieu. Comme vous disiez, on a mal cartographié les fonds marins, mais c'est pas parce qu'on s'y intéressait pas, c'est parce que c'est très difficilement accessible et qu'on a besoin de descendre profond pour avoir une grande précision sur les mesures. Et c'est ce qu'on voit en mer Baltique ou sur l'exemple de Nord Stream qu'on évoquait tout à l'heure. C'est pas très profond, ça. Nord Stream, c'est 80 mètres de fond. Il y a beaucoup de navires. C'est une mer fermée. On pourrait se dire une certaine connaissance, une transparence du milieu. Non, l'opacité de la mer, tout ce qui se passe sous la surface de l'eau, c'est très compliqué de le savoir. Et il n'y a pas encore de solution technologique. Et il n'y aura pas tout de suite non plus pour arriver à ce qu'on appelle la transparence des océans. C'est un peu un slogan publicitaire. Ça, je pense que c'est une vraie tarte à la crème, la transparence des océans. Expliquez un peu donc. On peut aller voir ponctuellement avec précision à certains endroits, mais le milieu est opaque et c'est ce qui justement favorise tous les modes d'action que dans le langage militaire on appelle mode d'action hybride. Porter atteinte à l'adversaire sans être détecté et sans qu'on puisse attribuer un fait formellement à telle ou telle nation, à tel et tel acteur. C'est ça la spécificité des fonds marins. C'est assez facile. Et alors, c'est assez facile pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière dans l'eau, parce qu'on ne peut pas mettre de radar sous l'eau, c'est ça? Voilà, essentiellement c'est facile parce que c'est un milieu qui n'est pas pénétrable par les ondes électromagnétiques en règle générale. Voilà. Donc il y a de l'acoustique, mais l'acoustique ça porte pas forcément très loin. On détecte pas forcément tout parce qu'il y a des phénomènes de propagation dont on peut pas s'affranchir. Et puis il n'y a pas de lumière, mais il n'y a pas de lumière. Il faut descendre quand même très profond pour qu'il n'y ait pas de lumière. Mais même ça, c'est pas suffisant. Oui, on dit des océans que c'est le monde du silence, c'est absolument faux. C'est le monde du bruit, il y a beaucoup de bruit sous l'eau. La seule onde qui circule, c'est l'onde sonore, justement. Comment on surveille alors le fond des océans? Sans entrer dans les détails, bien sûr, amiral. Mais en gros. Alors, je crois que là, si j'aurais un scoop pour vous, si je pouvais vous confirmer exactement tout de suite comment est-ce qu'on surveille le fond des océans. En fait, un ordre de grandeur assez intéressant, quand on veut mesurer, faire de l'hydrographie, faire des cartes pour savoir comment ils font, ou même rechercher un objet. Quand on est par 4000 mètres de fond, depuis la surface, eh bien, dans l'état actuel des technologies les plus répandues, il faut que l'objet qu'on cherche fasse au moins 200 mètres de longueur pour qu'on l'identifie, pour qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut, quand on est à 4000 mètres de fond, il faut envoyer des engins qui vont plonger et descendre à 40 mètres et qui là vont pouvoir avoir quelque chose de 1 mètre. Voilà. Bon. Il y a évidemment quelques technologies qui sont un peu différentes, donc ça reste un ordre de grandeur. Mais enfin, ça illustre bien cette difficulté à savoir ce qui se passe exactement sur le fond de l'eau. Alors comment est-ce qu'on le surveille? On le surveille justement en allant voir, mais avec d'autres indices, en allant voir dans certaines zones, mais des zones du coup restreintes, ou alors en développant des réseaux de capteurs sous-marins, essentiellement des capteurs acoustiques, qu'il faut mettre au fond de l'eau. Mais ça, de la même façon, ça existe, mais sur des zones très très restreintes. Il y a des gens qui ont il y a des États, des acteurs qui ont des projets un peu grandioses. Je ne pense pas que l'avenir soit tout à fait crédible en la matière. Parfois, les câbles sont utilisés pour capter en fait des informations sur les fonds marins. Voilà, ça c'est. Je vous le dis, j'ai pas travaillé sur le sujet, hein, mais il y a pas très longtemps, quand j'étais. Désolée, je vais faire de la pub pour France Culture, mais c'est sympa. Oui, c'est nos amis de France Culture, Voilà. c'est nos cousins d'en haut. Bah oui, tout à fait. Donc l'émission c'est QFD où j'étais intervenue sur les câbles et en fait il y avait tout un passage justement là-dessus sur l'utilisation des câbles sous-marins pour justement capter un grand nombre d'informations, enfin un grand nombre, en tout cas pas mal quand même, d'informations sur les fonds marins. Donc ouais, je vous encourage à les regarder, à les écouter. Olivier, tu voulais ajouter quelque chose, je crois? Qu'est-ce que je voulais ajouter? J'ai un trou là. On t'a vidé C'est le coup de la ton panne. idée. Je sais plus qu'est-ce que j'avais en tête par rapport à ce que vous disiez, amiral. Alors, utiliser les câbles sous-marins déjà posés ou ceux qu'on va être amené à poser pour faire de la détection, effectivement, c'est un projet dont on pourrait se servir pour la propre autoprotection de cette infrastructure. C'est-à-dire, si le câble est capable de détecter une encre qui traîne, enfin une action mécanique sous l'eau, effectivement, ça serait l'idéal. Ça, c'est encore pas tout à fait opérationnel. Il y a beaucoup d'industriels qui travaillent là-dessus. Il y a des encouragements des politiques publiques en la matière. Voilà. Est-ce que ça sera prometteur? Il est encore un petit peu tôt, je pense, pour le dire. En fait, est-ce que le rapport coût-bénéfice permettra de beaucoup le développer? Voilà, rendez-vous dans un an ou deux. Alors, j'ai retrouvé ce à quoi je pensais, c'est le drame du Titan survenu en avril 2023,
qui illustre bien Donc c'est ce l'extrême. sous-marin qui a implosé Voilà. avec des gens dedans. Il y avait 5 personnes à l'intérieur et c'était un sous-marin d'exploration privée parti sur l'épave du Titanic. Et le sous-marin a implosé parce que la pression qui règne dans la grande profondeur, c'est toute la colonne d'eau qu'il y a au-dessus de soi. Hein. C'est terrible. Et si les engins sont mal dimensionnés, il peut arriver ce genre de catastrophe. Et justement, quand à l'issue de cette implosion, on est parvenu à retrouver les morceaux de la carcasse du sous-marin. De la même façon, on arrive à trouver les boîtes noires des avions quand il y a eu des accidents. Donc, il y a quand même une capacité de discrimination assez importante dans la fouille des grands fonds. Alors, c'est vrai, mais ce sont comme deux exemples assez spécifiques. C'est-à-dire que le sous-marin Triton, on savait à peu près, Titan, pardon, on savait à peu près où il avait disparu. Mais je pense l'entreprise qui a fait cette recherche et qui l'a trouvé était un peu chanceuse, mais enfin, on a le droit d'avoir de la chance. Et puis les boîtes noires, heureusement, sont équipées de ce qu'on appelle des pingers acoustiques pour faciliter leur localisation. Voilà. Mais il y a d'autres objets qu'on peut chercher pendant très longtemps sur le fond des mers avant d'être sûr de les avoir trouvés. Et une fois qu'on les a trouvés, il faut encore être capable de les manipuler, de les remonter si c'est ce qu'on souhaite faire. Il y a Chach Caché dans le chat, pardon, Chach Caché dans le chat, c'est compliqué à dire, qui vous demande davantage qu'à moi, c'est quoi les grandes puissances marines, à part la France, les États-Unis, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni, c'est qui les gros acteurs dans la surveillance Chach Caché, je crois que c'est ça ta question. Je crois qu'on a fait le tour. C'est ça, c'est ça, en voilà. La France, les États-Unis, pas la mal. Chine, la À Russie, part le Royaume-Uni. eux, Il n'y a pas d'autres États surprises. Et vous retrouvez aussi, alors non, il y a quand même la Norvège aussi. Danemark, La Norvège, il par a dit le exemple, Danemark ou pas aussi Non, pas du tout. Bah, vous voyez, Je il y crois en a que le d'autres. Danemark, enfin en tout cas historiquement, le Oui, Danemark. oui, Maintenant, non, je sais plus. C'est vrai que des nations riveraines de la mer Baltique ou de la mer du Nord, qui tirent une partie de leurs ressources du pétrole, en fait, de la mer du Nord depuis longtemps, ont une industrie assez développée en la matière. Mais Ça remonte à très très loin en fait. Voilà, La culture viking presque. Un côté vraiment par la mer. Et c'est vrai que, comme vous le disiez, en fait, ces infrastructures, c'est un enjeu géopolitique, mais déjà quand on fait la liste des acteurs, donc on aurait pu ajouter le Japon, puisqu'on parlait tout à l'heure du Japon, producteur de câbles sous-marins, et on voit bien que ce sont les grands acteurs géopolitiques du monde qui se retrouvent en fait dans ce milieu-là. La Norvège a une situation singulière dans la question de l'exploration des grands fonds, puisque jusqu'il y a encore peu de temps, le pays projetait de procéder à une exploitation, cette fois, de ces fameuses richesses minières qui existent dans ces eaux territoriales, puisque il y a ce qu'on appelle la ZEE, la zone économique exclusive, qui va en gros jusqu'à 300 km, je crois que c'est 340 km des côtes. Et jusqu'à cette distance, un pays est souverain et peut faire à peu près ce qu'il veut à l'intérieur de ces eaux, de cette ZEE. Et la Norvège avait décidé d'être le premier pays à lancer une exploitation industrielle des minerais. Finalement, ils ont décidé de ne pas y aller. En tout cas, la coalition politique qui gouverne le pays à l'heure actuelle il y avait des dissonances par rapport à ce projet, donc ils ont décidé de ne pas y aller. Mais il y a une élection, je crois, en janvier prochain en Norvège. Et de toute évidence, c'est l'opposition de droite qui va passer. Elle est plutôt encline, favorable à faire cette exploitation. Donc la Norvège est assez avant-gardiste sur ces questions. On parle souvent d'un front en mer Baltique. Est-ce qu'il y a un front en mer Baltique, amiral ? Alors, ce qu'on constate, c'est dans la mesure de ce que vous pouvez nous dire. Il y a une concentration, vous faites bien de mettre ce préalable-là, mais il y a une concentration effectivement inhabituelle d'événements d'accidents qui concernent les câbles de télécommunications, les gazoducs et les câbles d'énergie électrique. En fait, grosso modo, tout type d'infrastructure y est passé. On sait quels sont les navires qui ont été responsables, c'est documenté, c'est public, et chaque pays concerné a diligenté une enquête judiciaire qui, à ma connaissance, il n'y en a aucune qui est définitivement aboutie, et qui vise à traduire en justice
le capitaine, un armateur. Encore faut-il pouvoir enquêter sur un fautif. sur le navire. Il faut pouvoir enquêter sur le Ce qui n'est pas navire. toujours le cas, je Il crois. faut pouvoir enquêter sur le navire et je pense qu'on peut souligner d'ailleurs la volonté farouche des autorités des pays concernés à faire aboutir, à utiliser les dispositions du droit maritime pour pouvoir mener leurs enquêtes, ce qui n'était pas forcément évident. Mais on voit bien que l'enjeu est très fort et que la volonté politique est très forte aussi. Voilà, mais une fois qu'on a dit ça, j'ai pas répondu à votre question. Est-ce qu'il y a plus d'incidents est-ce qu'il- qu'avant? Alors, il y a Est-ce que plus ce sont d'incidents vraiment qu'avant. des accidents, ce sont plutôt des Voilà, incidents? la difficulté Est-ce en que- fait, c'est de juger de l'intentionnalité de l'affaire et de façon un peu miroir. Si on se déporte de l'autre côté du monde, autour de Taïwan, on se rend compte qu'il y a à peu près le même pic d'incidents. On le voit peut-être moins dans la presse quotidienne, mais en tout cas, c'est un phénomène relativement similaire. J'ai envie de dire, moi, il y a au vu de ce qu'on constate du type d'incident et d'accident, il n'y a quasiment pas besoin pour des compétiteurs, pour être clair, pour la Russie ou pour la Chine peut-être, ou pour d'autres pays, de porter atteinte davantage à l'infrastructure sous-marine. Je veux dire, le système le produit déjà par lui-même. Donc déjà, réglons ces problèmes-là, ces difficultés-là. Et on pourra ensuite mieux discriminer ce qui est intentionnel de purement accidentel. Comment on opère donc, sur ce qui est un front ou pas un front, peu importe les mots? Qu'est-ce qu'on peut déployer pour se prémunir de ces accidents, ces interventions, ces incidents? Alors, il y a un effort important. D'opérateurs, d'acteurs hostiles éventuellement? Oui, il y a un effort important qui est mis sur la surveillance maritime. Je disais que la Baltique, c'est une mer fermée. Certes, c'est une mer fermée, mais savoir exactement qui fait quoi où en mer, ça reste toujours un sujet extrêmement compliqué. Il y a des espaces qui sont très très difficilement. L'immensité océanique, c'est très difficile de savoir ce qui s'y passe. Et même dans des mers comme la Baltique, c'est difficile de savoir avec une grande précision. Après, on peut mettre. Donc, on déploie des moyens. Quand je dis on, ce sont les marines de l'OTAN. Il y a une opération en ce moment sous commandement de l'OTAN qui vise justement à renforcer cette capacité J'ai de lu qu'en mer savoir. Baltique, il y avait un bateau sur 10 qui était un bateau de l'OTAN, c'est vrai ça? Ça me semble une proportion peut-être un Un peu peu exagéré, exagérée. c'est ça? J'ai lu quelque chose qui était peut-être un peu exagéré, pardonnez-moi. Voilà. Mais en tout cas, ça illustre bien l'effort qui est fait et la Marine nationale y participe. Et pendant un moment, d'ailleurs, était la seule marine non riveraine à y participer. Parce que ça nous semble important d'apporter une contribution. Demain, qu'est-ce qu'on sera capable de faire? D'abord, peut-être d'automatiser un peu plus cette surveillance avec des flottes de drones de surface, plutôt que de mobiliser des navires de combat qui sont des outils précieux, peut-être pour d'autres missions. Et puis aussi de mettre quelques capteurs sous-marins que j'évoquais tout à l'heure, pour, en écoutant avec différents moyens de détection, savoir quels sont les navires qui jettent des choses dans l'eau, qui font tomber des ancres, qui raguent, comme on dit dans le vocabulaire maritime, des ancres sur le fond des mers. Ça, je pense que c'est sans doute une activité prometteuse. Il y a Oui, l'hindou puis- du futur, je vous coupe, Ophélie, qui Ah dit oui, qu'est-ce que désolé. c'est passionnant, vous devriez en faire un podcast. C'est un podcast qui est transformé après chez l'hindou du futur. On est en direct sur Twitch, en direct sur le site de France Info. On est en différé, en réécoute sur YouTube. Et puis évidemment, l'émission est transformée en podcast que tu retrouves sur la plateforme de Radio France. Ophélie Coelho, pardon. Non, je voulais juste ajouter que, en fait, la mer Baltique, là, c'est un terrain idéal pour tester tout un tas de technologies d'ailleurs, je pense. Notamment, les drones, hein, les drones sous-marins et je pense, enfin, il y a pas mal de technologies, en fait, de captation d'informations, des capteurs, le fait de pouvoir, effectivement récupérer des informations via les câbles sous-marins, les drones. Voilà, c'est vraiment, je pense, pour le coup, un moment et un lieu qui se prête vraiment bien à l'exercice. Voilà. Il faut peut-être expliquer que les Et drones, on ça va peut pas- permettre de on- faire du retour d'expérience. Absolument. Peut-être expliquer que les drones, on ne peut pas les télécommander, je crois, hein, puisque les ondes ne passent pas dans l'eau. Comment ça marche? Quelqu'un veut expliquer? Olivier, Il y a Méral beaucoup de robots qui ont un fil à la patte, hein, et ce qu'on voit ce qui se développe, j'ai l'impression grandement, ce sont les drones sous-marins qui embarquent de l'intelligence artificielle qui leur permet de traiter en direct ce qu'ils voient, entre guillemets, et donc de modifier leur parcours qui est il y a une base programmée, quoi, et puis ils adaptent en fonction de ce de ce qu'ils croisent sur leur route. Mais la plupart des engins ont un fil à la patte, ils sont téléguidés, quoi.
Voilà, schématiquement, il y a 2 types d'engins, des robots sous-marins qui sont ceux effectivement qui sont téléguidés. Donc, quand on doit les alimenter en énergie et en ordre de télécommande, en données en fait, dans les 2 sens d'ailleurs, puisqu'il faut et leur donner des ordres et savoir ce qu'ils font. Ça fait des gros câbles quand on veut le faire à 6-7 000 mètres de profondeur. Donc là, on parle d'un environnement du robot avec des câbles qui pèsent plusieurs dizaines de tonnes, hein. Parce qu'il faut que ce soit résistant à tout état de mer, etc. Donc ça, c'est une première catégorie d'engins pour faire un peu simple, parce que c'est un opérateur derrière. Ce sont des métiers très spécifiques pour lesquels il faut beaucoup de formation, qu'on essaye justement d'internaliser dans la Marine nationale. Il faut un opérateur qui va prendre en commande le bras du robot, qui va positionner le robot qui pèse lui-même entre 1 et 5 tonnes à quelques dizaines de centimètres de sa cible, prendre un bras articulé et puis être capable de découper, sortir une boîte noire très précisément, désamorcer une charge peut-être si on a besoin, si on est sur des options très militaires. Et puis à côté de ça, il y a un autre type d'engins qui sont donc des espèces de mini sous-marins. Donc quand je dis mini, ça va de 1 mètre à 40 mètres de long, hein, qui sont ce qu'on appelle dans l'acronyme c'est AUV pour Autonomous Underwater Vehicle, un véhicule sous-marin autonome. Et donc c'est effectivement ces engins-là sur lesquels il est très important de faire des progrès dans l'autonomie décisionnelle, puisque comme on le disait, eh ben, ils ne sont pas commandables. On peut avoir quelques échanges par onde acoustique, mais on est sur des débits qui ne suffisent pas pour savoir à la fois ce que fait l'engin, où il est, et pour pouvoir lui donner des ordres. Voilà. Donc effectivement, il y a des enjeux importants dans l'intelligence artificielle, le traitement embarqué des données, et puis la décision qui est prise en fonction de ces données. Dans le chat, j'avais vu, je ne sais plus qui a posé la question, en tout cas le mot a été lancé, c'est parler de cryptographie. Est-ce qu'on peut intercepter les communications qui transitent dans ces câbles? Alors oui. Est-ce que la sécurité, l'intégrité de nos données est garantie sous les grands fonds? Bon, dans les il y grands a. Alors bon, on va reprendre. Mais je voulais juste ajouter une petite chose sur la vous en prie. sécurisation, parce qu'on n'en a pas parlé, en fait, je me rends compte. Un câble, ça va pas, c'est pas sous terre, enfin, sauf quand c'est proche des côtes, où là, on va avoir une immersion, en fait. Donc, en fait, en gros, quand il y a une pose de câble, ils vont les mettre sous le sable, quoi. Enfin, Sous la plage. voilà, ouais, Gros. grosso modo. Enfin, sous la plage, mais même assez loin, en fait, hein, dans les eaux territoriales, ça va plutôt être en fait, sous les fonds marins. Mais par contre, en pleine mer, souvent, c'est juste posé, en fait. Et donc, il y a un travail aussi de sécurisation qui va être de les mettre sous terre aussi, de les enterrer. Des Ces robots câbles. qui creusent des tranchées, c'est ça? Voilà, tout à fait, ouais. C'est des gros. On peut trouver des photos, hein, de ce type d'équipement qui font en fait des tranchées et qui permettent effectivement de. J'arrive plus. Enfin, là, le nom me revient pas, mais c'est Ensouillé. Voilà. Ensouillé. Merci beaucoup. Oh là là. Et pourtant, je le connais. Merci, Olivier Lascar. Voilà, donc d'ensouiller le câble. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, sur la captation de données, en fait, ça va pas forcément se faire via le câble, ça va plutôt se faire généralement au moment de l'arrivée à terre. Donc en fait, plutôt par justement la possibilité de capter de la donnée au niveau où c'est centralisé, en fait. Et donc effectivement, il y a plusieurs reprises, hein, c'est quelque chose qui a été fait. Notamment, il y a eu un incident au Danemark il y a quelques années, hein, justement sur le fait les services secrets danois, en collaboration avec la NSA, voilà, auraient capté des données, notamment sur des politiques européens. Justement parce qu'au niveau de la Baltique, c'est quand même un endroit, en fait, où il y a beaucoup de données qui circulent, en fait, hein, dans les communications européennes. Donc c'est un endroit stratégiquement intéressant pour capter de la donnée. Mais voilà, on va pas avoir, il faut pas s'imaginer, en fait, par exemple, un espion russe qui va aller tout au fond des mers, couper un câble et se brancher Et au mettre câble. des pinces. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Une autre question de Chèche Cachier dans le chat, qui est très prolixe aujourd'hui, malgré son pseudo imprononçable, qui vous demande concrètement, c'est peut-être pour vous, Amiral, concrètement, si un pays détecte un sabotage en temps réel sur un câble sous-marin dans ses eaux territoriales, est-ce que la réponse va être diplomatique ou militaire? En d'autres termes, dit-il, est-ce qu'une guerre peut avoir lieu à cause d'un sabotage de câble? Alors, on peut imaginer effectivement des scénarios. Un sabotage de câble, ça me semble assez mince pour partir en guerre, mais on peut imaginer Toucherait effectivement. à l'intégrité de l'État. Voilà, on peut imaginer des scénarios où un sabotage massif serait un motif de riposte militaire.
Ça, c'est tout à fait crédible. Dans les eaux territoriales, ça ne serait pas le plus difficile. C'est plus difficile si ça arrive très loin, très profond, parce que avant de pouvoir riposter tous azimuts, il faut quand même analyser ce qui s'est passé, comprendre et attribuer ce qui s'est passé. C'est ça toute la difficulté. Du coup, ça rejoint un peu ce que je disais sur l'opacité et la difficulté à pénétrer ces milieux. Donc, pour faire simple, en fait, l'offensive sous-marine très profonde a toujours un considérable avantage sur tout mode de défense. Voilà, c'est toute la difficulté de cet environnement. Combien de temps il faudrait pour diligenter une enquête et puis la faire prospérer et arriver à un résultat Je pense que ça dans le meilleur des cas? Non, c'est pas forcément très très long. Ça dépend l'ampleur et la localisation exacte, évidemment. Mais je pense que ça se compte en jours dans une situation telle qu'on évoquerait, une situation potentielle de pré-conflit. Et on imagine effectivement que l'escalade d'un conflit, on en verrait les prémices justement par ce qui se passe dans les grandes profondeurs, parce que c'est un moment favorable à l'escalade militaire, en fait, un milieu favorable. Donc ça se compterait en jours, en fait, le temps de... Et d'ailleurs, c'est le modèle que développe la Marine nationale, c'est-à-dire des engins qui se déploient, soit qui sont déjà déployés, ou sur alerte et sur très court préavis. Stéphane dans le chat dit salut Stéphane, qui dit pour casser un câble il suffit d'un cargo civil avec une grosse ancre de plusieurs tomes et oups je la laisse traîner au fond et puis je trouve pas le frein puis j'arrache le câble. C'est comme ça que Oui. ça peut se passer. Bah oui, en fait, La question est très mais en fait, terrienne. mais oui, mais en fait, bon, voilà, comme on l'a dit au début, c'est petit en fait un câble de télécommunication sous-marin. Donc, effectivement, c'est sujet à plein d'incidents. Qu'il s'agisse d'événements naturels comme un séisme sous-marin, par exemple, une éruption volcanique sous-marine, ou justement, bah, voilà, les ancres de bateaux qui traînent. Voilà, qui traînent par là. Et la plupart du temps, en fait, ce sont des incidents. Ça peut être aussi des chantiers. Voilà, des chantiers, il y a un chantier, il y a des machines qui font effectivement des travaux sur les fonds marins. Ben voilà, ils coupent un câble au passage. Bon. Donc la plupart du temps, c'est des incidents. Et parfois, de temps en temps, c'est des sabotages. Mais c'est souvent des suppositions, les sabotages, parce qu'on ne peut pas toujours le vérifier réellement. Et l'imputer à Voilà, quelqu'un. absolument. Un câble, ça dure combien de temps et comment on le répare? Est-ce que c'est réparable un câble d'ailleurs? C'est de l'ordre de 25 ans un câble de fibre optique. C'est de l'ordre de 25 ans. C'est ça. Après, maintenant, ça dépend vraiment en fait de l'évolution technologique et de la capacité du câble, de l'installation de base à être mise à niveau. En fait, parce que tu as aussi des câbles qui peuvent en fait être améliorés au fur et à mesure et d'autres qu'il va falloir complètement remplacer. Mais effectivement, ça a de toute façon une date de validité voilà, qui est liée aussi à l'évolution des technologies, aux flux de données qui sont nécessaires pour faire évoluer un certain nombre de choses. Ce qui explique d'ailleurs le choix sur les nouveaux câbles qui sont juste des câbles en fait qui ont des bandes passantes hallucinantes. Je veux dire, par exemple, du Nant entre les États-Unis et la France, c'est 250 terabytes par seconde. Donc Alors, ça fait combien ça, en série Netflix par exemple? c'est compliqué à expliquer, quoi. Mais en fait, enfin, je veux dire, c'est des millions, des milliards. Enfin, j'avais fait une espèce de traduction, mais en fait, voilà, on les utilise même pas, en fait, aujourd'hui. On les utilise, utilise, on on les les utilise pas. Que c'est l'équivalent de la librairie nationale, comment on appelle ça, la Bibliothèque nationale des États-Unis, qui contient je ne sais pas combien de bouquins. C'est l'intégralité de cette connaissance en une seconde, quoi. Ouais, en une seconde, ouais. Possible, voilà. Honnêtement, ça dépasse tout usage actuel. Aujourd'hui, on ne l'utilise pas. On est vraiment loin d'utiliser cette capacité-là. De même que les câbles qui sont tirés tout autour du continent africain, qui, pour le coup, stratégiquement, c'est évidemment le marché ciblé pour ces grandes entreprises. Pareil, on a des infrastructures qui sont absolument pas utilisées. C'est des investissements phénoménaux pour des capacités de bande passante qui, aujourd'hui, ne sont pas utilisées. On dépend de nous les Français, la France, Français, on dépend de combien de câbles? Il faudrait en couper combien pour couper toutes les télécommunications? Pour couper vraiment la Ouais. France? Franchement, je crois qu'on en a une vingtaine. J'avais compté, mais j'ai zappé le chiffre, donc dites-moi. Alors, je crois qu'on en a un peu plus d'une vingtaine en métropole, avec entre la façade atlantique et la Méditerranée, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un sujet important parce qu'on veut rester un pays attractif. Il y a des enjeux industriels et commerciaux derrière ça. Donc, on veut à la fois protéger et à la fois réglementer et aussi rester attractif. Puis, il ne faut pas oublier nos outre-mer. Et quand on parle des outre-mer, on doit monter une cinquantaine de câbles Effectivement. qui desservent nos concitoyens. Effectivement.
Les Outre-mer qui sont particulièrement importants pour faire de la France la deuxième zone économique exclusive du monde, justement. Après la Grande-Bretagne, il me semble. Dans les Les États-Unis. États-Unis, pardon. C'est les États-Unis les Grande-Bretagne premiers. après. Et tout à l'heure, tu parlais de comment on répare. En fait, ce qui m'a été raconté là quand j'ai fait le livre par les poseurs de câbles qui sont aussi parfois des réparateurs, c'est qu'on voit qu'un câble ne fonctionne plus. Alors, il faut d'une part le couper franchement. Ça peut être fait par de nouveaux robots envoyés dans les grands fonds. Et une fois que la découpe franche est faite, on a deux bouts de câble qu'il faut ramener à la surface, remonter à la surface. Et là, chaque extrémité est réparée, nettoyée et ensuite raboutée par une section qu'on amène sur place sur des bateaux. Et une fois que tout est recollé, on fait replonger le câble qui est redevenu unique au fond de l'océan. Dans la mesure où il y a des enjeux de souveraineté, on ne pourrait pas imaginer de nationaliser ces câbles. Question pour vous, Ophélie. En fait, du coup, philosophiquement, Ça serait pas imbécile. ah non, non, pas du tout. En fait, je pense que c'est un scénario qui serait plutôt une bonne chose sur pas mal d'aspects. Ce serait totalement en contradiction avec la philosophie justement de libéralisation qui a été faite depuis un certain temps. Et il y a un intérêt pour cela, quand même, pour nationaliser, pour reprendre le contrôle là-dessus. Je veux dire, quand l'État réinvestit dans ASN l'année dernière, c'est justement en fait pour reprendre la main sur ces actifs stratégiques-là. De même qu'on a tout intérêt évidemment à conserver la flotte câblière d'Orange Marine. Voilà. Je pense que depuis, je dirais 1 an, 2 ans, il y a vraiment une prise de conscience. Voilà, même au niveau de l'exécutif, hein, vraiment sur ces sujets-là qui sont stratégiques et tenter du coup de récupérer, de reconquérir ces domaines-là. Je voulais juste revenir très brièvement sur cette histoire de coupure de câble pour insister quand même sur quelque chose. À partir du moment en fait où les produits numériques que vous utilisez, les applications numériques que vous utilisez ne dépendent pas d'infrastructures extérieures au continent, extra-continentales, même si on coupe les câbles, ils peuvent fonctionner. C'est juste pour resituer les choses. Les câbles sous-marins ont un intérêt dans l'interdépendance, dans le fait de dépendre en fait, voilà, des capacités, des logiciels en fait extra-continentales. Mais vous pourriez tout à fait avoir un Internet continental européen. En termes de plasticité, c'est possible, en termes de plasticité technique. C'est juste une petite précision. Amiral. Je vois que l'heure tourne et je voulais insister en fait sur ce que Olivier avait dit au début en décrivant un petit peu les enjeux des fonds marins. On parle beaucoup des câbles et de l'infrastructure sous-marine, mais c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux. Et il y a la connaissance du vivant, la connaissance scientifique, mais aussi la connaissance d'organismes qui vivent dans ces milieux extrêmes et de peut-être des applications qu'on pourrait en avoir demain dans l'alimentation humaine ou le biomédical. Il y a toujours la ressource halieutique de pêche. Il y a les mines, ça a été très bien écrit, etc. Et donc on est quand même en train de passer en ce moment, et ça je pense qu'il faut se rendre compte, parce que presque subrepticement, à un usage multimillénaire de la mer qui était un espace qui reliait sur sa surface des espaces terrestres. Et là, on passe à un moment où l'humanité va exploiter ce qu'on appelle la colonne d'eau dans notre vocabulaire, mais voilà, l'immensité verticale des océans et le fond des mers. Donc on est vraiment dans un tournant de la conquête des grands espaces par l'humanité. Il y a 19h passé de 4 secondes. Amiral, c'était votre mot de la fin, ou le mot de la suite, ou je vous en redonne un? Un tout petit pour dire Je vous en qu'on a beaucoup parlé de vulnérabilité, de problèmes de défense. On dépend beaucoup des câbles, oui certes, mais il faut aussi insister sur le fait qu'en France, on a des champions mondiaux de cette industrie. On en a cité quelques-uns, Orange Marine, ASN, il y en a d'autres, Génavir, il y en a beaucoup d'autres. Donc on n'est pas démunis en fait, et on doit tirer parti, et c'est ce qu'on s'efforce de faire, de tout cet écosystème qui est très favorable et très porteur. Olivier Lascar, le mot de la fin ou le mot de la suite? On a vu quelques images là du bestiaire extraordinaire qui vit dans les grandes profondeurs et dans les abysses, qui est un lieu où il y a beaucoup de vie. Donc mon mot de la suite, c'est que j'attends de pied ferme le jour où on va nous pêcher un mégalodon, même si je n'y crois pas tellement.
Félix Coelho, le mot de la fin, le mot de la suite. Vous attendez de Mégalodon, vous aussi? Oui, 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 enfin, je m'intéresse Vous au avez le droit de sujet, dire mais non. bon, Hein. je connais peu, donc du coup, non, sur le sujet des câbles sous-marins, bon, moi, c'est vrai que je travaille beaucoup sur les rapports de force et sur l'impérialisme technologique. Et donc, je suis très curieuse de voir l'évolution de ce secteur-là et de voir si justement il va y avoir enfin un rebond en fait de la part des États, des entreprises stratégiques aussi, voilà, de reprendre la main en fait sur ces sujets-là. 17h, mais pas du tout. Il est 19h01, passé 32 secondes. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci à tous les trois. Merci pour vos précieuses lumières. Pour ceux qui ont raté le début, qui veulent le partager à leurs copains, leurs copines, leur maman, leur voisine, le stream est dispo en replay sur Twitch, bien sûr, sur YouTube aussi, sur le site de France Info. Le site de France Info, mais vous le savez certainement, c'est franceinfo.fr. Le stream est aussi dispo, alors ce sera peut-être un peu plus tard, mais en podcast sur la plateforme de Radio France. La discussion se poursuivra peut-être, si j'ai le courage ce soir, sinon ce sera demain sur Discord. Jules va certainement mettre le lien dans le chat. Merci à vous, bien sûr, dans le chat, pour vos mots sympas, vos tas de questions. Vous étiez très très nombreux aujourd'hui et jusqu'à la fin. Donc c'est un plaisir de constater que ces sujets-là aussi vous intéressent. Merci bien sûr à Jérém Alamodé qui vous lit, qui vous censure, qui vous fouette parfois quand vous n'êtes pas sympa, mais vous êtes toujours très sympa. Merci à Stéphanie Berlu pour les visuels. Merci à ma droite à Cyril à la réal qui vous fournit le pixel, le son, l'image. Merci à Camille à la programmation. Camille qui a eu un boulot de malade depuis 2 jours et qui nous trouve des gens super. Camille, justement, je pense qu'on se retrouve déjà demain, même endroit, même heure, donc à 17h. Je pense qu'on ira faire un tour à Bruxelles, Strasbourg, nous perdre dans les couloirs du Parlement européen, peut-être de la Commission européenne. Et on parlera, je pense, aussi un petit peu d'obésité. Exactement, c'est ça. C'est les grands enjeux de demain, avec notamment une Europe face à des défis majeurs, comme on l'a évoqué en premier plateau, notamment en termes de financement et de réarmement européen face aux menaces grandissantes, notamment face aux États-Unis dans ce nouveau rapport de force mondiale. Nous aurons la chance d'accueillir en ce sens Michel Derdevé, Pascal Janin, Yves Bertoncini qui seront à nos côtés. Et comme tu l'as dit Ludo, un autre enjeu, un autre combat, c'est évidemment l'obésité. Suite à la journée mondiale de l'obésité mardi 4 mars, on a eu une épidémie silencieuse qui prend de l'ampleur avec des chiffres assez alarmants selon The Lancet. D'ici 2050, 60% des adultes et 31% des enfants dans le monde seront en surpoids. Et la France n'échappe pas à cette tendance, mais des solutions existent. Nous en discuterons avec Anne-Sophie Joly-Deniel, Nizri et Catherine Jeunier, qui seront nos invités demain. 19h03, merci Camille Rio, l'homme des agendas, des téléphones, des 06 aux introuvables. On se retrouve demain, jeudi, même endroit, même heure, pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.